France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2. J'espère que vous allez bien. C'est lundi aujourd'hui, nous sommes le 23 juillet. C'est un jour d'audition un petit peu partout à l'Assemblée nationale aujourd'hui, avec des invités prestigieux depuis ce matin et des députés qui auditionnent aujourd'hui. C'était le ministre de l'Intérieur ce matin et c'est le préfet en ce moment même. C'est pas encore tout à fait fini. Anan Zawani, bonjour. Bonjour cher Christophe, bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Et si nous partions déjà en vacances un petit peu? Oh bah moi j'y suis depuis une semaine, 10 jours. J'ai un petit peu relâché les différentes activités. Eh bien, on va en parler des vacances avec vous, mais auparavant, on parlera de cette communication de l'Élysée par rapport à l'affaire Benalla. Est-ce que vous la jugez bonne ou mauvaise? Bon, alors sans nul doute, pour l'heure, on fera un petit point sur les sondages tout à l'heure, mais elle est plutôt mauvaise, selon vous en tout cas. On aurait dû mettre, est-ce que vous la jugez mauvaise ou catastrophique en réalité? Voilà, peut-être c'est ça, oui. Mais bon, on essaie quand même de faire dans la nuance. Et vous nous appellerez bien sûr pour nous donner votre avis au 01 40 33 9000. Et évidemment, on va beaucoup parler de vacances. Voici le programme. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, nous allons parler des vacances. Qu'allez-vous faire pendant ces vacances? Le départ en vacances est-il devenu un luxe? Le retour au pays pour les enfants d'immigrés d'origine maghrébine, est-ce une obligation, une nécessité? Les réfugiés, comment vivent-ils cette impossibilité de retour? De tout cela, nous allons en parler évidemment au 01 40 33 9000. La question du jour, évidemment, à laquelle vous pourrez répondre tout au long de cette émission. Affaire Benalla, comment jugez-vous la communication de cette crise par l'Élysée? Bonne ou mauvaise? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. LGF, le Grand Forum avec Alan Zawani pour ce lundi sur France Maghreb 2, et on parle de vacances avant de parler de la grosse actu du moment, évidemment, de l'affaire Alexandre Benalla tout à l'heure avec Tara Bouaf qui sera avec nous. Oui, Bouaf, du mal à le prononcer. Qui sera avec nous tout à l'heure. C'est un militant de la France Insoumise, militant des quartiers populaires, qui sera avec nous tout à l'heure parce qu'il est à l'origine de cette vidéo qui a déclenché ce scandale révélé par le journal Le Monde seulement la semaine dernière. Cette scène a eu lieu, on le rappelle, le 1er mai dernier. On vous pose la question à propos de la communication de l'Élysée. Comment la jugez-vous? Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Eh bien, vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, LGF officiel, mais aussi en nous appelant, si vous le souhaitez, au 01 40 33 9000. Alors, est-ce qu'on peut peut-être avoir un petit aperçu des sondages, des résultats qui en ressortent donc depuis ce matin? Question posée sur les réseaux sociaux à nos auditeurs. Hanan. Alors une question effectivement qui est assez suivie. Donc comment qualifiez-vous la communication de cette crise par l'Élysée concernant l'affaire Benalla, l'affaire Macron, on ne sait plus comment l'appeler. Donc sur Twitter, 80% de nos auditeurs pensent que non, elle est très mauvaise. Enfin, elle est mauvaise. Oui, mauvaise. Voilà, elle est mauvaise. Et sur Facebook, on a à peu près les mêmes résultats à hauteur de 91%. Donc tout le monde est d'accord pour le coup, la communication de l'Élysée, il n'a encore pas pris la parole de manière officielle. Il a fait passer un petit message au travers de ses proches. Donc il parlera au moment utile, a-t-il dit, et donc il considère que les faits d'Alexandre Benalla sont inacceptables. Alors moi je me pose la question toute bête, ils sont inacceptables, on est d'accord, mais l'était-il dès qu'il a eu connaissance des faits, c'est-à-dire le 2 mai, l'Élysée avait connaissance des faits tout de suite. Est-ce que les faits étaient inacceptables? Vraisemblablement non, ils sont devenus inacceptables à partir par la folie du de la moment, presse. voilà, par le fait que la presse se soit emparée de, on peut même pas appeler ça un fait divers, c'est un vrai scandale d'État. Donc pour rappel à nos auditeurs, donc il s'agit d'une personne lambda, un jeune homme de 26 ans qui a effectivement travaillé auprès de différents services de sécurité, notamment pour le PS, qui se retrouvait propulsé aux côtés d'Emmanuel Macron. On ne sait absolument pas pourquoi, comment. En tout cas, c'était un ancien de chez Hollande, vraisemblablement aussi. Et aujourd'hui, on apprend, en tout cas la semaine dernière, que ce monsieur a frappé du manifestant, a cassé du manifestant. En mettant le brassard police et en emportant la radio. Exactement. Donc, on voit deux manifestants, deux étudiants, pour rappel, assez jeunes, qui n'ont absolument pas l'air excités, qui se retrouvent à terre. Une jeune femme qui en pleure, qui dit mais ils sont fous, qui comprend absolument pas ce qui lui est arrivé. Donc cette affaire a été cachée.
on peut le dire, et elle ressort comme un cheveu sur la soupe en plein juste après la victoire des Bleus. Donc on se pose plusieurs questions. Pourquoi est-ce qu'elle sort maintenant Ouais. Est-ce qu'il s'agit d'un règlement de compte au niveau justement des différents services de sécurité? Est-ce qu'il s'agit d'un lanceur d'alerte? Voilà, qui voyant que il y avait plusieurs éléments qui étaient pas sains en réalité. Cet homme-là, il apparaît pas comme intervenant officiel, il apparaît sur aucun organigramme, et à côté de ça, on voit qu'il a des pouvoirs importants. Oui. Donc dernière nouvelle, chers auditeurs, on apprend donc là le point qui sort cette information il y a à peu près 20 minutes, qu'il était habilité service secret. Et il avait aussi ce fameux pass, ce badge pour accéder secret défense, voilà, à l'Assemblée nationale. Défense, donc il a presque plus de pouvoir que le ministre de l'Intérieur. Le badge d'accès à l'Assemblée nationale a plutôt énervé les députés. On peut le comprendre, notamment ceux de l'opposition. Et donc ils ont auditionné ce matin le ministre de l'Intérieur, puis cet après-midi le préfet. On en reparlera tout à l'heure avec Tara Pouaps qui sera avec nous tout à l'heure. On fera le petit zapping bien sûr, récupérer les meilleurs moments de tout cela, à ne pas louper bien sûr. Et vous pouvez nous appeler bien sûr au 01 40 33 9000. Le feuilleton de l'été, l'affaire Benalla. L'affaire Benalla-Macron qui est en tété depuis le déclenchement de cette affaire. Sur Twitter bien sûr, et on peut dire franchement que à lire les commentaires ça se déchaîne. Et petit élément important à connaître, à savoir pour se faire sa propre opinion de cette affaire, c'est qu'au retour de l'équipe de France des Bleus de Russie, il y a eu une altercation entre ce fameux Benalla et un commandant de gendarmerie. Il a en fait voulu Benalla reprendre les choses à son compte, et le gendarme n'a pas forcément trop apprécié, on peut le comprendre. Et alors la défense de, je crois que c'est Castaner oui Castaner, qui dit que finalement il s'est retrouvé dans le bus des joueurs pour charger les bagages. Oui, faut juste qu'il arrête de nous prendre pour des imbéciles, quoi. Et là voilà, pour reprendre le titre précis, il est habilité au titre du secret de la défense nationale après une enquête menée par la DGSI. Ouais. Plein de révélations dans cette affaire, en tout cas, qui n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. En tous les cas, voilà, on espère en tout cas avoir la vérité sur ces fins mots de l'histoire. Benalla ainsi que 4 autres personnes ont été mis en examen, placés en garde à vue d'abord, perquisition du domicile et mis en examen hier soir. Donc on suivra évidemment cette affaire de près, mais la communication d'Élysée, on en parle. Et on vous pose la question bien sûr, et vous y répondez en nous appelant 01 40 33 9000 et en répondant à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Mais si nous parlions un peu de vacances, oui, ça va nous faire du bien. Oui, alors les vacances, on sait que beaucoup retournent par exemple en Algérie, en Tunisie, au Maroc, c'est-à-dire les pays d'origine. Alors je m'adresse plus particulièrement à cette nouvelle génération ou la nôtre également. Est-ce que vous retournez dans le pays d'origine par nécessité, pour voir la famille? Est-ce que pour certains peut-être qui malheureusement n'ont plus de parents ni plus de famille, c'est pour continuer à transmettre ce rendez-vous important pour vous, pour vos enfants. Vous nous appelez au 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous allez faire, où vous allez partir en vacances, faites-nous rêver. Et puis tiens, dites-nous si vous avez des petites anecdotes à nous raconter sur les pires vacances qui vous soient arrivées. Hanan, je te posais la question tout à l'heure, tu me disais ne pas avoir trouvé, et puis finalement en réfléchissant un petit peu, t'as trouvé les pires vacances, pas des trucs qui t'est arrivé pendant les vacances. Alors oui, une petite anecdote. J'ai 2 enfants, chers auditeurs, chères auditrices, donc une fille qui a 21 ans et un garçon qui a 15 ans. Donc j'étais enceinte de mon garçon. Ouais. J'étais en vacances en Turquie, à Antalya, avec une copine à moi, donc j'étais bien enceinte, j'étais à 5-6 mois. Et j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, de faire du boudin pendant la moitié des vacances. Donc je sais pas si le boudin, c'est le truc qui est tiré par un bateau, c'est ça? Non, j'ai décidé de faire du boudin, de bouder en fait. Ah, de bouder. Voilà, c'est une expression. Non, il y a un truc qui s'appelle le boudin. Oui, c'est tiré par un bateau là, et l'objectif c'est de te faire tomber dans l'eau. Non, c'est juste que j'ai décidé de faire du boudin pendant la moitié. Gueule, voilà, je faisais la gueule. Alors je sais pas si c'était les hormones ou quoi ou qu'est-ce. Peut-être. Donc pendant 3 jours, j'ai décidé de pas parler avec ma copine, voilà. D'accord. Donc, pendant 3 jours, j'ai fait ma petite vie, et puis au bout de 3 jours, elle en a eu marre. Je crois qu'elle est venue me voir en me disant c'est bon, ça va.
tes hormones 2 minutes. On est en vacances, on va en profiter. Et puis voilà, petite anecdote, voilà. Bon, alors tiens, moi j'en ai une aussi. Je suis parti en vacances, c'était en 2003 je crois, c'était à l'île d'Oléron. Oui. Un très bel endroit que je conseille. Et je suis parti avec mes parents et puis la famille quoi. Et puis on avait le chien de la famille et puis on voulait qu'il reste accroché donc mon petit frère l'avait accroché à la tente pour pas qu'il vienne se baigner avec moi ou dans l'eau parce qu'après il fout le bazar et puis il me griffait tout ça, il était tellement content. Donc il a accroché le chien à la tente, sauf que le chien une fois que je suis parti dans l'eau il est venu avec la tente, avec à l'intérieur le sac de ma femme, les clés de voiture et compagnie. Donc c'était la catastrophe. Attendez, c'est pas tout. Cette même année-là, le lendemain, je crois, ou le surlendemain, il faisait tellement chaud. Vous savez, c'était l'année de la canicule. C'était pas 2003 ça? Si, 2003, c'est ça, 2003. Et mon père essaye de démarrer la voiture, rien. Ok, donc il appelle un dépanneur, tout ça, donc il vient. Et il me dit bon voilà, c'est le truc qui a chauffé là, l'éman ou je sais pas quoi, comment on appelle ça. Il dit bon, je vous la redémarre, pour moi rentrer chez vous, attention de ne pas caler. Ah bah oui. Au bout d'1 kilomètre, mon père il fait quoi? Bah il cale. Donc voilà, c'était et puis alors la même année, vous savez qu'à l'île d'Oléron, il y a des très très belles plages, on peut y accéder par un petit bout de forêt. Et on a marché. On entendait la mer, mais on a marché pendant 2h30 sans la trouver la mer. Alors qu'elle était juste à côté. Elle était où? Elle était à côté, on l'a trouvée ensuite. Et on mais était vous avez dégoûtés. pas trouvé de passants? En pleine non, il y avait personne. Il y avait personne. Donc on a marché en pleine chaleur avec mon fils qui était tout petit et tout dans les bras. C'était une galère. Et on s'est énervé. Enfin, voilà. Ah oui, allez, une autre anecdote. Racontez-nous vos anecdotes aussi à 01 40 33 9000. Alors on partait en vacances au Maroc, donc dans le véhicule de mon père, et en Espagne en fait le véhicule tombe en panne. Donc ça je m'en souviendrai super bien. Donc on a dû rester quelques temps, je pense, au bord de l'autoroute. Ensuite quelqu'un qui vient nous chercher, on s'est retrouvé à dormir à l'hôtel, etc. Enfin pour nous c'était un bon souvenir en réalité. Ouais, bah oui, bien sûr. Donc les pannes de voiture, est-ce que vous êtes tombé en panne de voiture en plein parcours de voyage? Est-ce que ça vous est arrivé? Ou est-ce que vous avez laissé votre femme parce qu'elle vous a énervé sur une aire d'autoroute? Je ne sais pas, allez-y, 01 40 33. Bah là dernièrement il y a un monsieur qui a oublié sa femme, il s'en est rendu compte au bout de 100 km. Ah ouais, elle doit être très calme sa femme alors parce je sais pas, et on nous racontait pas ce qui s'était passé, mais au bout de 100 km en général on n'oublie pas sa femme parce que sinon voilà, ça fait un vide dans la voiture hein. Il était peut-être pressé de retrouver sa maîtresse, je sais pas, mais allez savoir. 01 40 33 9000. Dites-nous vos anecdotes de vacances, bien sûr, on en parle parce qu'on est bientôt sur le départ nous aussi. Le grand forum s'arrêtera le 3 août. La dernière émission le 3 août et reprise le 27 août. Voilà, donc tout le mois d'août on sera pas là et on aura hâte de vous retrouver avec de nouveaux rendez-vous, des petites surprises dès la rentrée. En tout cas, nous on parle des vacances parce qu'on a envie, on y est quoi. Limite, on a sorti les maillots, ça y est, et on est en ambiance presque plage à Paris. Avec la chaleur qui est au rendez-vous cette année, et c'est pas pour nous déplaire, le mois de juillet a été particulièrement beau. Un des mois les plus chauds. Mois les plus chauds, c'est ça. Il fait un peu trop chaud, hein. Donc là le réchauffement de la planète, on le ressent. Hein. Racontez-nous, tiens, peut-être avez-vous durant vos vacances rencontré votre future épouse ou votre futur époux, ça peut arriver, ou vous avez été promise ou promis à quelqu'un en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Ça arrive souvent. Alors il paraît, je ne sais pas, mais il paraît que dans certaines capitales du Maghreb, quand tu te promènes avec ta fille, c'est une galère parce que là-bas ça drague à tout va quoi. C'est horrible. Ça te rappelle des trucs, non? Ah bah oui, ça me rappelle des choses. Moi ce qui m'avait le plus marqué, c'est qu'en fait on était sur Rabat. Donc j'habite sur Bouznika, donc on a pris le taxi pour aller sur Rabat voir ma tata qui habite à la capitale. Ouais. Et en fait, je devais avoir 12-13 ans et en fait, on vient draguer ma mère, mais ça a failli mal se finir parce que moi je viens avec mon état d'esprit européen. Donc je me mets entre la personne, le monsieur commence à s'énerver parce que pour lui je suis qu'une jeune fille de 12-13 ans. Puis ça part, ça a failli, on a failli en venir aux mains quand même. Hein. Ah oui, quand même. Oui. On va voir Kéra de Metz qui nous attend au standard 01 40 33 9000. Venez nous raconter vos anecdotes de vacances, vos pires cauchemars pendant les vacances ou vos pires bonheurs aussi. Racontez-nous où vous allez partir aussi en vacances. Bonjour Kéra. Oui, bonjour. Moi je voudrais vous raconter une anecdote de vacances. Oui, Kéra. C'était les années 80. Ouais. On partait
de Metz donc jusqu'à Marseille pour prendre le bateau pour aller en Algérie. Oui. Et c'était la période du Ramadan. D'accord. Donc on devait s'arrêter pour rompre le jeûne vers Dijon. Ouais. Donc on roule, j'avais ma maman derrière, j'avais mes enfants, mon mari, puis j'avais ma cousine derrière avec son mari, ses parents, et on se suivait, puis on roulait. Et puis à un moment donné, pas de lumière, de voiture, la voiture, plus rien, elle ne répondait plus. Et qu'est-ce qu'on va faire? On n'avait pas rompu le jeûne, rien du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on s'arrête, on téléphone, on nous dit écoutez, on peut pas vous dépanner, il faut que vous soyez sur une autoroute pour qu'on puisse vous dépanner. Et on était à peu près à 1 kilomètre de l'autoroute. Ah oui. Alors mon mari il s'énerve, comment on va faire? On va louper le bateau, patati, patata. Donc après ma cousine qui était derrière, mon mari dit à son mari écoute, toi tu vas aller devant et moi je vais te suivre tout doucement, sans lumière, sans rien, et c'est ce qu'on a fait. Donc on est arrivé à l'autoroute, la première heure de repos, donc on a appelé les dépanneurs. Ouais. Donc on a dû attendre, donc il n'y avait pas de, c'est pas comme maintenant, hein, il n'y avait pas de, on n'avait pas de portable, on n'avait rien. Bah oui, oui. On nous a dit écoutez, sur le bas de la route, il y a un téléphone d'urgence de la gendarmerie, vous allez, puis vous allez appeler. Donc ce qu'on fait, on descend, et puis moi j'ai pas vu qu'il y avait une rampe et il y avait des orties. Ah, vous êtes tombé dans les orties, là. J'ai glissé dans les orties. Oh là là là. Ah oui, ça fait mal. Je me grattais. Donc on a appelé la gendarmerie, ils nous ont envoyé un dépanneur. On n'avait pas mangé, on n'avait plus faim du coup. Vous n'êtes pas disputé avec votre mari? Pardon? Vous n'êtes pas disputé avec votre mari? Non, on fait pas généralement ça arrive. Ah oui, dans ces cas-là. On était dans tous les états. Ma mère avec ma tante qui s'énervait, on va louper le bateau, on va louper. Et ma tante qui disait oui, moi mon gendre il doit nous attendre à Alger, comment on va faire, Enfin bref, c'était vraiment la. Et du coup, vous avez eu le bateau ou pas alors? Du coup, on est parti et ils ont roulé, ils ont fait du 160. Ah bah oui, à fond. Ouais. On a eu le bateau. Ouais. Et comme on n'avait pas mangé, le lendemain on n'a pas fait Ramadan, personne n'a fait Ramadan. Bah vous étiez en voyage. On est en voyage, donc voilà. Et puis voilà l'anecdote. Bon, et maintenant chaque fois qu'on se voit, on rigole, on y pense souvent. Et puis finalement c'est des bons souvenirs, quoi. Reda, vous partez où cette année en vacances? Normalement on devait repartir en Algérie, mais mon mari il a des problèmes de santé, alors je crois qu'on va remettre à plus tard. Bon, bah écoutez, restez avec nous alors sur bon France Maghreb 2. rétablissement à lui en tout cas. Merci beaucoup, c'est super sympa, j'adore votre émission. Reda, vous avez des enfants ou pas? Oui, j'ai des grands-enfants maintenant. Est-ce que vos grands-enfants justement retournent en Algérie sans vous? Est-ce qu'ils en ressentent le besoin d'y aller, ou alors vous devez les forcer pour venir, ou alors carrément ils n'y vont plus, quoi? J'ai une fille qui va de temps en temps. J'en ai une pas du tout, qui en éprouve pas du tout le besoin. Ouais. Mais alors pas du tout. Ouais. Et puis j'ai un fils qui en éprouve le besoin, mais il ne va pas. Il va pas, ouais. Maintenant, ses enfants, ils voudraient bien connaître l'Algérie. Ouais. Alors, ils sont toujours en train de lui dire, papa, on voudrait y aller. Alors, il dit oui, mais bon, quand je n'en sais rien. Il faut des moyens déjà pour aller en vacances. Ça coûte un bras quand même. Oui, voilà, quand on part chez la famille, il faut avoir au moins 2000, 3000 euros. Oui, voilà. Il dit, si je vais ailleurs, moi, les billets, ils sont pas chers. Je vais en inclusive. Ça revient moins cher que d'aller en Algérie. Ouais, c'est vrai. Merci, Khala, en tout cas. Et je vous en prie. À très bientôt. Merci, Khala de Metz. À bientôt. Au revoir. 01 40 33 9000. Venez nous raconter vos galères de vacances, ou alors au contraire vos petits trucs qui vous sont arrivés et qui ont été finalement très sympathiques. Enfin, beaux souvenirs en tout cas, bon ou mauvais de vacances. Une petite anecdote, mais je ne citerai pas la personne qui l'a écrit, qui nous écoute. On vient de te l'envoyer là, d'accord, et qui nous écrit. Et pour nous les garçons, c'était le casting de Popstar des cousines à la maison. Voilà. Mais ça c'est vrai que quand on part en vacances, et quand on est un petit peu adolescent, c'est cool parce qu'en fait on retrouve les cousins un petit peu plus éloignés. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'histoires d'amour qui se forment pendant les vacances entre cousins, cousines plus ou moins éloignées. J'aimerais bien savoir qui c'est, parce que moi ça m'intéresse, ce casting de Popstar là, des cousines. Je te dirais, mais c'est vrai en plus. Quand on se retrouve, tout le monde est beau gosse, t'es bronzé, t'as la belle tenue. Il y a des petites histoires d'amour. Farid, salut Farid. Ça va et toi Farid?
Bonjour Tranquille. Farid. Farid, Bonjour, il nous appelle de Saint-Try-sur-Seine, c'est ça? Voilà. Saint-Try, C'est c'est à côté de chez moi, ça. Ouais, c'est pas loin. Ouais, t'es Ah dans oui. les Essonnes. Oui, c'était pour te dire que j'ai rouvert, au plaisir. T'as réouvert où? Bah, la place du marché, tu sais, là où tu viens, là. Ah oui? Bah, je passerai te voir. Ah, ça y est, je t'ai trouvé, à Corbeil. Ouais, Corbeil, ouais. Alors Farid, il fait des sandwichs de ouf, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as été fermé longtemps comme ça? Ouais, c'est une longue histoire, je te promets, je t'expliquerai tout. Rien de grave, j'avais envie de passer du temps avec mes gamins, mes enfants, tout, donc... Ah bah c'est bien. important Et pour ça, moi, quoi. ça s'appelle toujours la même chose chez Bulle? Non, ça s'appelle Oldwich 91, là. Alors vas-y, balance l'adresse là. S'il y a des gars là qui veulent aller manger ce soir. Bah écoute, c'est gentil. Oldwich 91, c'est sur la place du marché à Corbeil-Essonnes, voilà. Donc tout est parfait, tout est en norme, tout est nickel, tout est propre. Mais qu'est-ce que tu prépares de bon? Voilà, quoi. Ah, des super bonnes crêpes. Moi je kiffe. Ah. Ah ouais. On fait des crêpes, on fait des sandwichs au steak, on fait des... Et on libre fait à la maison, en plus. maintenant, parce que ouais, C'est pas chez lui qu'on avait commandé un soir, on est parti La chez toi? livraison, je Si. vais commencer à Si, partir c'est chez lui. septembre, on se met en Ok. place et tout ça. Ouais. Bon, bah, on a goûté votre plat déjà une fois j'ai été Y a invité pas chez de problème, Christophe avec et puis plaisir, quoi. Bon bah Farid, pas de tu problème, pars en ouais. vacances ou pas Farid? Ouais, je pars jeudi, là. Je rejoins mes gamins en Kabylie. Ah, c'est où en super. Kabylie? Moi, je suis de Béni-Oursilem, je suis pas loin de Sétif, 70 km, 80 km de Sétif. Ouais, c'est la Donc, Kabylie extrême là, hein, pour le coup. Ouais. Donc, voilà, donc, Ok, t'as pas un petit truc à nous raconter là, une petite Si, anecdote de vacances? C'était une petite anecdote, puisqu'on parlait de vacances. Je Ouais. partais avec mes gamins il y a 4 ans de ça, on était sur la route, tranquille et tout. Ouais. De nuit, bon, je roule pas vite, on avait les petits, on était chargés, tu connais, la famille et tout ça et tout. Ouais. Et devant moi, il y a un pneu d'un camion qui s'est déchaussé, quoi. Oula, Donc, ouais, je là me c'est suis dangereux. pris en pleine face, quoi. Mais pas la roue complètement, juste, tu sais, la partie du pneu, là. Oui, Tu la vois ce que je partie, veux dire oui, absolument. Ouais. Alors, je Ouais. peux te dire comment on a eu peur, c'était, ça nous a refroidi. Vraiment, ça nous a refroidi, ouais. Ouais. Heureusement, Donc, pas voilà, de dégâts. donc, Pas de dégâts. Non, pas de dégâts, je roulais pas vite et puis ça a tapé juste un peu le capot et tout ça. C'est juste, tu sais, la partie plastique là, tu vois. Ouais. Mais c'est impressionnant quand tu reçois ça, tu vois ce que je veux dire? C'est clair, Vraiment, bah je oui. roulais pas du tout vite, donc j'ai eu le temps de mettre un peu sur le côté, reprendre mes esprits de ça, mais la femme à côté qui a eu peur, enfin les petits Ah bah qui oui. dormaient, donc Forcément. ça a un petit peu gueulé, quoi, mais voilà, ça nous a pas empêché de finir nos vacances. Et vous êtes bien arrivé en Kabylie? Ouais, on est bien arrivé, c'était sympa, donc voilà, quoi. Et vous dire aussi que on aime la France, on aime l'Algérie, la Kabylie, se ressourcer un petit peu, on aime tout le monde, toute la terre et tout ça, quoi, voilà, quoi. Donc des fois on dit l'Algérie, la France, aussi, voilà, on aime tous les pays du monde, et voilà, c'était juste Merci, un petit message Farid. personnel, quoi. Bon, bah je repasse Donc, bientôt, voilà. hein. Pas de problème, on se tient au courant. Salut, Farid. Je te déposerai un petit truc, merci beaucoup. Avec Ciao, ciao, à plaisir. vous. Salut À très Farid. bientôt Farid. Ciao, c'est cool ça. Sympa. Ouais, 01 Génial. 40 33 9000, il avait été fermé pendant longtemps, donc voilà, c'est pour ça on se D'accord. demandait. 01 40 33 9000, vos anecdotes de vacances dans le LGF. Oui, on est en vacances, donc on parle de sujets liés aux vacances. Vos pires anecdotes de vacances, vos galères, vos petites peurs là sur le départ des vacances, vous nous racontez ça au 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Oui, allô? Bonjour madame. Bonjour, Christophe. Bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Bonjour, Hanan. Bonjour. Quel est votre C'est prénom? Aïcha de Champs-sur-Marne. Aïcha de Enchantée, Champs-sur-Marne. Alors Aïcha, une petite anecdote à nous raconter? Alors, Rigole déjà. d'abord. Ça Voilà. me fait rire déjà allez. avant parce que j'en ai plein, je vais pas raconter tout. Ah, allez-y, on vous écoute Aïcha. La première déjà. Alors, une première que j'ai vécue, enfin ça il y a quand même un peu d'années. Oui. Une fois, j'ai pris le bus, je suis marocaine, Oui. donc j'ai pris le bus de Maroc, de Casablanca, pour venir à Paris. Oui. Il y avait ma mère, mon père, l'Ahmo, et puis ma fille, elle avait à peu près même pas 3 ans encore. Ah oui, donc toute petite. Alors, on prend le bus pour venir, tout le monde. Bon, je suis responsable des 3 personnes qui sont avec moi. Sur la route en Espagne, on a mangé quelque chose. Déjà, moi, je mange jamais en Espagne. J'ai toujours peur et ce jour-là, on a mangé quelque chose. Je suis tombée malade. Oh là là. Donc, vraiment malade, gravement. La diarrhée, vomissement, tout. Donc, le chauffeur de car, après, à force de lui demander de s'arrêter à chaque fois, Ouais. et s'est énervé, il a dit non, moi je vais vous déposer ici. On était vers Madrid, et puis vous allez à Prenez un autre l'hôpital. bus. Ah oui. Ah ouais, et puis ma mère, super. elle dort, mon père, elle dort, c'était la nuit, tout le monde
Et moi, j'étais allongée au milieu de Oui, siège. par terre, oui, je vois où Tellement c'est. j'avais mal. Vraiment, Et vous aviez il y avait mal, ouais. une dame, je me rappelle très bien. Une dame, elle était super gentille. C'est elle qui l'a dit au chauffeur, mais c'est pas possible que vous allez laisser la dame ici. Sa fille, il a ses parents qui connaissent, ils parlent pas français. Comment? Alors, elle a pris la tête avec lui gravement. Et ben lui, il n'y a pas de pitié, il veut plus entendre parler de moi. Lui, il doit partir à une certaine heure et arriver à une certaine heure, c'est tout ce qui l'intéresse. Figurez-vous, après moi ça va mieux, j'ai pris des médicaments, ça allait mieux. Et ben après, il est perdu, le gars, en Espagne. C'est-à-dire, il connaît pas la route. Ah oui, c'est embêtant ça, très embêtant. Vous lui avez porté l'œil. Galère, les gens disputent, tout le monde. Après, on s'est arrêté dans un village. Lui, il a dit, il était seul. Il a dit non, moi, je connais plus la route, donc je suis fatigué. Carrément, il s'est perdu. Je m'arrête là, tout le monde. Et ben, c'était une galère. Ouais. Bon. Il y avait un vous envoyez un autre les voyageurs, c'est lui qui a pris le bus pour nous amener à Paris-Clichy. Incroyable. Ah oui, il a fait la grève, le monsieur. Ah ouais, sacrée histoire, Aïcha. Merci Aïcha pour nous avoir raconté ça. À bientôt. 01 40 33 9000. Jamel qui nous appelle des Yvelines. Salut Jamel. Oui, salut Christophe. Ça va Jamel? Ça va, tranquille, hein? Ouais. Bon alors, une petite anecdote de vacances à nous raconter? Ouais, je vous écoutais, donc moi j'ai une anecdote qui m'est arrivée il y a 2 ans en Algérie. Ouais. C'était où en Algérie? En vacances, j'étais dans un petit village à côté de Mostaganem. D'accord. À la sortie de Mostaganem. Ouais. Et j'avais loué une voiture. Ouais. Et j'avais fait 2 semaines et tout, je partais voir de la famille et tout se passait bien, tout ça. Il restait 2 jours de voyage. Ouais. Avant de rentrer sur Paris. Et ma voiture, elle était garée à côté de la maison familiale. Et tout d'un coup, je suis posé, je mange et tout. D'un coup, j'entends qu'on m'est rentré dedans, quoi. Ah ouais. Donc j'entends de la bruit de tôle froissée et tout ça. Je dis c'est quoi ça? Bon, je regarde et apparemment un mec il a fait un malaise et il avait touché la voiture. Ah oui, d'accord. Ouais. Elle est abîmée beaucoup? Elle était abîmée quand même assez sur le niveau du côté et tout ça. Et le problème c'est que moi j'ai dit bon je fais un constat et puis il y a un voisin qui a vu la scène à côté. Il a dit non, ici il n'y a pas de constat. Et alors, comment ça s'est passé? Il n'y a pas de constat, il m'a dit, je dis comment je fais tout ça. Il m'a dit, écoute, tu vas voir le carrossier en bas du village, il va te réparer ça vite fait. Ouais, il m'a réparé, mais il m'a dit par contre, faut pas laver la voiture. Tu la donnes comme ça. Là-bas, quand tu laves pas la voiture, tu donnes l'équivalent de, je crois que c'est 800 dinars. Ouais. Pour comme quoi tu laves pas la voiture, tu donnes 800 dinars au gars qui te la loue. Donc j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit, j'ai pas nettoyé la voiture, il me l'a réparé pour l'équivalent de 20 €, il m'a un peu débosselé mais ça se voyait quand même. Ouais. Et j'ai dit merde, ma caution va sauter et tout. Ouais. Donc après le jour J, je me rappelle, je rends la voiture et tout, je la rends directement à l'aéroport d'Oran. Je me rappelle, j'arrivais au petit parking, je sais pas si vous connaissez au niveau de l'aéroport au parking devant là. Ouais. J'arrive, je rends et tout. Bon, le gars il vient, il inspecte. Il inspecte, tu vois comment ça marche. Voilà, c'est un gars comme ça. Il inspecte, il regarde et tout. Bon, et il a rien vu. Il a rien vu du tout. Mortel. T'as eu de la chance. Et parce que là-bas, par contre, le mec il prend ton passeport. Hein. Ah ouais, bien sûr. C'est un truc assez carré, c'est une agence. Bien sûr, heureusement. Tu payes pas, ils t'emmènent en prison. Non, peut-être pas quand même. Non, mais t'as envie de rentrer, puis quand même faut quand même faire gaffe. Bon, en tout cas, ça s'est bien fini pour toi. Ça s'est bien fini pour toi, Jamel. Merci en tout cas. Et tu pars où en vacances cette année? Je vais en Algérie fin août. Bon, allez, bon voyage à toi en tout cas. Merci beaucoup, Jamel. 01 40 33 9000. On continue là, c'est bien, c'est passionnant. Vous nous racontez toutes vos histoires, vos pires anecdotes, vos galères de vacances. 01 40 33 9000. Vous pouvez aussi nous raconter des bons trucs, hein, ça, on est preneur. 01 40 33 9000. On s'arrêtera, on parlera du feuilleton de l'été tout à l'heure après 17h20 avec Taha Boisse qui sera avec nous sur France Maghreb 2, militant en France Insoumise des quartiers populaires, qui était à l'initiative de l'initiateur de la vidéo qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre. Ça c'est un son vacances, hein, c'est Maître Gims sur France Maghreb 2. Le LGF en mode vacances, et on parle des vacances et des pires anecdotes qui vous sont arrivées en vacances. Vous nous racontez tout ça donc depuis tout à l'heure avec Hanan qui est avec nous aujourd'hui, Hanan Zawani sur France Maghreb 2, avec Zakaria qui nous appelle du 7-7. Salut Zakaria. Oui, bonjour Christophe, vous allez bien? Ça va très bien, et toi Zakaria? Ça va, alhamdoulilah. Bonjour Zakaria. Bonjour Han, vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Alors Zakaria, une petite anecdote de vacances, là, raconte-nous.
Oui, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en 86. Oui. J'ai eu mon bac à Casablanca. À l'époque, c'était très dur, c'est pas comme maintenant. Ouais. Et après, pour me récompenser, ils m'ont payé le voyage pour venir à Paris. Qui, vos Ah. parents? Allez. L'école? Oui, les parents, oui. Ah, les Ah, les parents. parents. Ouais. Donc Ouais. super, voyage à Paris. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas de visa. Hein. Ouais. Ah, c'était bien ça. Et c'était juste un billet aller-retour. Ah, Et c'est ça, super. c'est le monde, non. Oui, demander un certificat d'hébergement, c'est tout ce qu'il demandait. Ah ouais. Non, même pas. Même pas. Demander un aller-retour, un billet aller-retour. C'est Ah oui. D'accord. Donc dès que tu justifiais que tu avais le retour, c'était bon. Ouais. Voilà. Donc t'arrives à Alors, Paris. j'arrive, je me balade un petit peu, machin. Ouais. J'étais à Nancy, en même temps j'ai trouvé l'inscription dans la faculté de Nancy, Ouais. pour continuer mes études. Entre-temps, je me suis dit, je descends à Paris, comme c'était prévu. Ouais. Je descends à Paris, je connais rien du tout. Je prends le métro, le bus, etc. Je loue un petit vélo pour économiser soi-disant d'argent, Ouais. parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Il n'y avait pas Vélib. Alors je tourne. Après, je me suis dit, parce que tous les oncles ils venaient souvent à Paris, on m'a dit d'aller à Barbès. Ah. J'ai dit, c'est où Barbès? D'aller en C'est Algérie. pas Barbès. Après, je regarde, j'étais à la porte de Dauphine, à côté de la fac. Ouais. Après, j'ai essayé en même temps de m'inscrire en même temps. Alors, je voulais demander à quelqu'un un renseignement où se trouve Barbès. J'ai demandé à un arabe, un Algérien, un Marocain, Tunisien, en tout cas c'est un Maghrébin. Elle m'a dit c'est très facile, vous êtes en vélo, vous voyez le bus, Vous suivez le bus. le PC. Oui. Je dis c'est quoi le PC? Elle m'a dit ou une petite ceinture, ou le bus vert. Vous le suivez jusqu'au bout et vous sortez à la poste Clignancourt. Ouais. À la poste Clignancourt, vous arrivez à Barbès. Vous demandez n'importe qui à Barbès. On va vous indiquer. Par contre, le PC, elle va dans l'autre sens. Ah. Ouais. Alors, Et vous êtes trompé de sens, c'est ça, Vous avez Zacharia? trouvé à Dauphine. porte Dauphine, porte de la Muette. Ah, vous avez fait le Ah ouais, tour de il a fait Paris. tout le tour. Tout le bordel, j'ai fait tout le tour de Paris. Vous connaissez toutes les portes. Et en plus, en vélo, il faisait chaud. Ah oui. Elle roule un peu vite. En même temps, je guette. Heureusement, il y avait des bouchons. Ouais. Sinon, je l'aurais jamais attrapé. Et donc Finalement, vous l'avez trouvé ou pas, Barbès? Mon vélo, comme j'avais l'habitude de rouler mon vélo à Casa. Après, je me dis, putain, il est où cette porte de Clignancourt? Et après, j'ai demandé à quelqu'un, il m'a dit, venez d'où? J'ai dit, je viens de la porte de Dauphine. Il m'a dit, oh là, vous étiez à côté, il fallait prendre l'autre sens. Et voilà, c'est ce qui s'appelle. Le monsieur, il m'a dit, il faut suivre le bus, moi je connais rien du tout. Il m'a dit, non. Il m'a dit, attendez, je vais deviner qui est le monsieur qui vous a dit ça. Oui. Soit un noir, soit un arabe. Alors moi, je vous explique, quand je demande ma route, je demande toujours à 2-3 personnes. Ils ne savent pas dire non, je sais pas, ou bien aller demander à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais il faut demander toujours à 2-3 personnes. Dans un mauvais sens. Alors là, j'ai jamais oublié ça. À chaque fois que je rencontre Et maintenant, vous quelqu'un, connaissez le périphérique. Voilà, tu suis le PC. Bon, en tout cas, vous avez fini par N'importe trouver quel Barbès, Zacharia, et vous connaissez maintenant le sens, donc périphérique intérieur, périphérique maintenant, ça y est, extérieur. je me suis installé à Paris, je me suis marié. ok. Ça y est. Bon, très bien. Bah, merci pour cette petite anecdote, Zacharia. Merci beaucoup. Bah, y a Comme pas de quoi, problème. faut faire Et attention bonnes au sens. vacances, Robert. Merci. Bonnes vacances. Vous partez, Zacharia? Merci beaucoup. Vous partez, vous? Oui, je pars à Madir, au Maroc. Au Maroc. où Ah, ça très bien. Meddir. Ouais, C'est vers où? La plage Martil, tout ça. là. D'accord. Bon, très bien. Merci. Bah, écoutez, Bonnes vacances. Éclatez-vous bonnes bien, vacances. Zacharia. À bientôt. 01 40 33 9000, comme quoi, même en vélo, il faut toujours faire attention au sens. Ça, Non, ça a il du faut sens. demander son chemin à 2-3 personnes différentes, chose que je fais jamais. Et les hommes ont horreur de demander leur chemin. Je sais pas si t'as remarqué, Christophe. Alors il y a une différence notable entre Paris et New York, c'est Oui. que par exemple à New York, ce sont les gens qui viennent à toi quand ils te voient galérer Oui. et ils t'indiquent généralement toujours le bon chemin. Ici à Paris, À Paris, on te fuit. on te fuit et quand on t'indique, c'est toujours n'importe quoi. Exactement. Le sens contraire d'où il faut aller. Donc
voilà, le mieux c'est de prendre un GPS ou maintenant avec Google Maps, etc. Il y a tout ce qu'il faut. 01 40 33 9000 pour nous raconter vos anecdotes de vacances, vos petits trucs qui vous sont arrivés, qui sortent un peu de l'ordinaire, et des petits trucs finalement qui marquent, parce que quand on a des épisodes comme ça, ça marque. 01 40 33 9000 pour nous dire. Appelez bien sûr pour nous donner vos témoignages. On parle de vacances pour ceux et celles qui y sont déjà. Eh bien, vous pouvez éventuellement nous appeler. Poser la question, Christophe, de savoir si les enfants et petits-enfants d'immigrés continuent à aller au Maroc et pourquoi ils y allaient. Maroc, Algérie, Tunisie. Voilà, oui, Maroc, Algérie, Tunisie, excuse-moi. Moi, mes enfants continuent à y aller depuis tout petit. J'ai eu la chance de pouvoir les envoyer avec ma mère. Donc, ce qui fait notamment pour ma fille qu'ils ont pu bien apprendre le dialecte marocain. Et aujourd'hui, pour eux, c'est un passage obligé, bien plus que moi en fait. Ah oui. Voilà, bien plus que donc, moi. Donc par obligation, par nécessité. Ah non, par désir de retourner voir leurs cousins, voir leur famille, d'être proche de leurs racines. Cette année, par exemple, ils peuvent pas y aller. Ils sont pas contents du tout. Donc voilà, tout ça pour dire que la première génération, en fait, on a continué à y aller parce qu'on n'avait pas le choix. En fait, c'est nos parents. On devait aller en vacances avec nos parents, mais que le lien, en fait, il a été bien transmis, et il a été transmis grâce à nos parents, en fait, à leurs grands-parents. Voilà. Grands-parents. Et la question que je me pose, c'est sûrement sur les prochaines générations. Donc là, on est sur des deuxième, troisième génération. Une fois que nos parents, en fait, qui eux sont nés au Maghreb, vont partir. On est tous amenés à partir, rejoindre le ciel, comme on dit. Ouais. Comment est-ce qu'on va faire en fait pour continuer à garder ce lien-là? Je pense qu'il va avoir tendance à s'étioler sur les prochaines générations, oui. C'est un peu inquiétant. 01 40 33 9000. Salim, bonjour. Salut Christophe, salut Anan. Salut. Vous allez bien? Très bien, Salim, et toi? Alors moi j'ai une anecdote qui m'est arrivée en 2014. Ouais, donc c'est récent. 31 juillet. En fait, c'était au mois de juillet, c'était fin juillet. Donc, je prends l'avion le soir. Ouais. J'arrive sur les coups de 23h à Alger. Ouais. Donc, mon oncle vient me récupérer. Bonjour, ça va, est-ce que t'es bien arrivé, tout ça. Bon, banalité, quoi. Classique. On arrive à la maison. Voilà, je vois la famille, tout ça. Et je vais me changer pour me coucher. Et 4h du matin, réveil mouvementé, tremblement de terre. Ah ouais. 1,6. Ouais. En Algérie? Ouais, en Algérie, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, ça arrive dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Ouais. Ah oui, j'en ai entendu parler, oui. Ouais, il y en a souvent des tremblements de terre en Algérie. Ah, souvent? D'accord. C'était la première fois que ça m'est arrivé, quoi. Et alors, ça fait drôle? Ah, mais ça fait bizarre, tu entends un bruit, c'est spécial le bruit, en fait. Ouais. C'est spécial, c'est très rapide. Ouais, c'est spécial, ouais. Ouais. Et donc il y a eu des dégâts, pas de dégâts? Comment ça se passe justement? On demande comment il y a eu des dégâts, on appelle sa famille, qu'est-ce qui se passe après le choc? Il y a pas eu de dégâts, il y a eu c'était ça a bougé simplement, mais c'était vraiment fort, quoi, le bruit, quoi. On se rend compte qu'on est tout petit en fait. Ouais. Voilà, on se rend compte qu'on est tout petit. Merci Salim en tout cas, et j'espère que t'en as vécu d'autres, tes tremblements de terre ou pas? Moi je suis comment? T'en as connu d'autres, des tremblements de terre ou pas? Ouais, j'en ai connu un en 2006, mais c'était très faible, il était de 3,6. Quand même. Ah oui, quand même, ouais. Merci. Tu pars en vacances? Non, cette année, j'ai un petit qui vient d'arriver, là, j'ai mon fils qui vient d'arriver, là, qui est né la semaine dernière. Ah oui, forcément. Les nouveau-nés. Un petit oui. Ouais, il est né la semaine dernière, ouais. T'allais dire quoi, un petit Wistiti? Non, il s'appelle Wissam. Ah, pardon, Wissam. Un petit Wistiti. Oui, un petit Wistiti. Voilà. Du côté de chez Salim. Bravo. Voilà. Merci beaucoup, Salim. Ciao, bonnes vacances. Salut. Bon, salut. même si tu restes ici. 01 40 33 9000, évidemment. Vous nous appelez pour nous raconter vos anecdotes, vos trucs, galères qui vous sont arrivés en vacances. Puis demain, tiens, on parlera, peut-être de mariage, tiens, avec les locaux. Et les gens qui vivent ici, est-ce que c'est un gage? Les enfants d'immigrés, est-ce que c'est un gage de réussite ou d'échec? Vous pourrez nous raconter ça demain. 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Hanan. Bonjour. Myriam. Myriam, Bonjour, Myriam. vous nous appelez de Myriam?
Alors, de la Marne, petite précision, Chalon-sur-Marne ne s'appelle plus Chalon-sur-Marne, mais Châlons-en-Champagne. Ah, bah oui, parce qu'il y a Châlons-en-Champagne, eu les changements de région. Ah, je connaissais quelqu'un là-bas. Alors non, ça date de beaucoup plus longtemps, mais c'est parce qu'il y a eu une auditrice qui a appelé de Chalon-sur-Marne. Donc effectivement, les gens qui sont nés à Chalon-sur-Marne il y a 20 ans, il est écrit sur leur livret de famille Chalon-sur-Marne, mais En fait, c'est c'est Châlons-sur-Champagne. aujourd'hui Chalon-en-Champagne. Ok. Bah, Merci très pour la bonne précision utile, Myriam. Alors moi, je vous téléphonais pour une petite anecdote. Je suis allée en Algérie en 2000 avec mes parents. Et donc, nous avions traversé toute la France pour aller en Algérie en passant par Alicante. Vous aviez quel âge à l'époque, si je peux me permettre? J'avais 24 ans. D'accord. Donc, on est arrivé à Oran après un bon grand voyage, avec quand même l'excitation, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'était pas retourné en Algérie. C'était un peu après les années noires. D'accord. Ouais. Et du coup, c'était le retour des touristes en Algérie. Il y avait un port bondé de voitures. Ouais. Et il n'y avait pas encore le système des assurances dans le bateau. Il fallait tout faire sur le port. Donc, quand on est arrivé, on avait beaucoup de papiers à faire. On passait d'un bureau à un autre. Il fallait prendre tous les papiers. On était un petit très peu très pénible. en stress. Ouais. Tout ce qui est Parce douane, qu'on c'est avait, galère. on avait peur d'oublier des choses. Ensuite, il y avait, on arrivait à certains endroits, les douaniers nous faisaient comprendre que éventuellement, pour ne pas se faire fouiller, on pouvait donner un petit billet et puis passer plus vite. Ah bah ça Donc c'est on est connu, resté oui. très longtemps dans le port avec la chaleur et puis avec la peur aussi de pas avoir tous les papiers qu'il fallait au bout du parcours. Ouais. Et puis cette année-là, ma maman, qui retrouvait son frère, elle lui avait acheté une cartouche de cigarettes Ouais. qu'elle avait mis dans la voiture sans le dire à mon papa. D'accord. Ah. Et mon papa, donc on arrive vraiment tout à la fin du parcours avant de sortir du port. Et on arrive sur un douanier un peu zélé qui commence à nous dire, voilà, si vous n'avez pas quelque chose, des cigarettes et tout, à faire le tour du véhicule. Et mon papa, qui n'était pas au courant, naïvement dit, non, moi j'ai rien. Oh, Puis mon lui, Dieu. il a vu la cartouche qui était entre nous à l'arrière. Ouais. Et donc, il a commencé à faire une drôle de tête. On a senti qu'il commençait un peu à se mettre en colère. Et puis, mon papa, naïvement, il lui disait, bah, je comprends pas pourquoi tu me parles méchamment comme ça. Moi, j'ai pas de cigarette. Puis, le monsieur a fait comprendre qu'il en avait vu. Ouais. Donc, de là, ils ont fini par comprendre qu'il y en avait dans la voiture. Donc, on a fini par faire comprendre à mon papa qu'il en avait, mais qu'il était pas au courant. Ah ouais, Et donc après c'était embrouille dans la voiture, là- non? Ah bah après c'est le Voilà, drame dans la familial. Et alors, du coup, il nous restait un dernier papier à remettre pour sortir du port. Et puis, ce papier-là, il avait dû être mis, voilà, dans la boîte à gants. Ouais. Impossible de remettre sa main dessus. Aïe. Donc, rebelote le stress qui remonte. Oh là là. On trouve pas le papier. On se dit, ça y est, ça va être bon pour nous. Le douanier nous en veut. Il va nous garder. On sortira jamais du port tout de suite. Ouais. Les parents finissent par retrouver le papier. Donc, ça y est, le stress redescend. On commence à redémarrer la voiture. Et là, on avance d'un mètre et il y avait un dos d'âne à la Ah, sortie du port. Un le méga fameux. dos d'âne. C'était Ouais. genre un dos de chameau. Ouais. Donc, du coup, on était bien chargés avec le monde dans la voiture. On commence d'avancer. Et là, on entend le véhicule. Il s'arrête au milieu du dos d'âne. On sentait bien qu'il avait été touché. Donc, on se regarde tous. On comprend qu'il faut que nous, on descende pour alléger un peu le poids de la voiture. Ouais. On descend un petit peu, on avance, la voiture passe. On finit par descendre. Donc, on avait touché le pot d'échappement. Donc, il nous restait à peu près 400 km encore de route à faire. De là, on a réussi à faire nos kilomètres avec le bruit. Mais à chaque fois qu'on voyait un dos d'âne, on descendait du véhicule. Ah oui, à chaque fois. On Donc se à chaque retrouvait fois comme c'était. ça jusqu'à la maison de la famille, avec à la fois de la joie de retourner au pays après tant d'années, et puis cette colère de ce parcours un peu du combattant qu'on avait traversé. Sacrée anecdote, dites donc. Hein. Donc ça, ce sont des choses qu'on n'oublie pas finalement, parce que ça marque. On n'oublie pas. On C'était n'oublie le pas. premier retour en Algérie et ça restera à vie. Ça restera à vie, absolument. Alors, Ouais. ma chère Myriam, vous partez en vacances ou pas, vous, cette année? Alors non, moi je serai en vacances à partir du 1er août et à l'heure actuelle, non, j'ai pas de projet de vacances. Après, ce sera des vacances locales avec voilà des parcs d'attractions, des sorties famille.
Ouais, c'est Il y a des sympa bonnes aussi, sorties hein. à faire C'est en sympa. France. Pour aller en Normandie, Voilà. on a pour 2 Ouais, heures, ouais, 2h30. c'est sympa. Dans chaque région, il y a de belles choses à voir ou à Et faire. si vous voulez visiter Paris, c'est vraiment au mois d'août que ça se passe. Hein. Vous êtes tranquille, il n'y a personne. C'est vrai. C'est mortel. C'est vrai. Enfin, à part les touristes, bien sûr, mais bon. Merci Myriam, en tout cas, et bonnes vacances du côté de Merci à vous, Châlons, bonnes vacances en à toute Champagne. l'équipe. Bonnes On vous vacances. adore. Ah, bah nous aussi. Merci Myriam, à bientôt. 01 40 33 9000. Dites donc, vous en avez plein des petites anecdotes à nous raconter. C'est bien ça. Continuez. 01 40 33 9000. Avant que l'on parle de feuilleton d'été, l'affaire Alexandre Benalla Macron, Benalla Gate, je ne sais quoi. Il y a tous les mots possibles. On va en parler dans un instant puisqu'il est avec nous. On l'a eu au téléphone d'ailleurs jeudi, le premier jour du déclenchement de cette affaire. Il s'appelle Taha Bouaps. Bonjour Taha. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va et toi? Merci. Bienvenue en direct sur France Maghreb 2. On va en parler de cette affaire dans un instant. On est en plein de sondages avec nos auditeurs. Peut-être t'as des petites anecdotes à nous raconter de trucs qui t'est arrivé pendant les vacances, un petit peu galère, des trucs qui marquent là, tu sais, des trucs qui t'arrivent pendant les vacances et qui ont tendance des fois à te gâcher les vacances. Y a pas un truc qui t'est arrivé, t'as à nous raconter? Ouais, cet hiver j'étais en vacances en Égypte, à Hurghada pour ceux qui connaissent, et en fait je me retrouve donc à faire l'activité nautique là, de la banane. Ah bien, j'adore, c'est bien ça. Et Ouais. sauf que Qu'est-ce qui t'est arrivé? je tombe dans l'eau et Ouais, je me retourne l'épaule dans la mer. Aïe. Ah ouais, ça fait mal ça. Donc résultat, grosse galère, pas de doc sur la plage, on m'emmène dans une vieille clinique où le médecin sait pas quoi faire, on m'emmène dans une autre clinique. Les vacances, c'est un peu la galère, j'ai l'impression. Hein. Ouais, c'est clair. Ah ouais, tu t'en souviens quoi, ça a dû te marquer là. Ah pour bah le oui, coup. mais surtout que je me suis retrouvé derrière avec une facture extrêmement. Ah oui, salée. faut faire super attention. Mais normalement, il y a la sécurité sociale universelle quand tu pars au bled, non? Ouais, mais sauf que je me suis fait douiller. C'était un peu compliqué. Ils m'ont dit que c'était gratuit, pris en charge. Et quand je suis ressorti, ils m'ont dit Finalement, 650 euros. J'ai Allez. pas voulu payer. Donc tu t'es retourné l'épaule en Donc banane. du coup, t'es bloqué à la douane. Franchement, Taha, ça mérite ça. Hein. Je suis désolé. Hein. Un bon buzzer parce que là, fallait le faire quand même, Taha. Hein, fallait oser quand même. Samir 95 est avec nous. Salut Samir. Oui, salut. Salut Samir. Oui, c'est pas pour vraiment raconter une histoire de vacances, c'est juste une information qui tourne en ce moment, Oui. Notamment pour les personnes qui viennent au Maroc. Oui. Et ça se passe dans les ports, là où il y a les douanes, des personnes qui vendraient des parfums et ces parfums sont pratiquement touchés par une drogue, hein, qui a un effet relativement rapide au bout de 20 minutes, auquel les gens s'endorment ou ils sont carrément. complètement C'est chaud. zappés. Et là c'est une catastrophe, hein. On lui prend leurs affaires, faites très gaffe. D'accord, c'est Vérifier, un anesthésiant gaffe, qui. Ouais, alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes en Espagne, notamment pour les Marocains qui empruntent l'Espagne effectivement pour se rendre au Maroc en voiture. En Espagne aussi, il y a eu des problèmes Et avec sur les aires d'autoroute, c'est une catastrophe. Hein. Oui, on peut se faire vandaliser. Il y en a plein. Il faut vraiment faire gaffe. Et le mieux, c'est d'y aller à plusieurs, quoi. À la sauvette qui sont soit à la sortie de douane, soit au moment, de pas sentir, même pas ouvrir la pluie en fait, hein, de faire ses papiers et de rentrer au Maroc tranquillement, quoi. Ouais, bah merci du conseil Samir en tout cas, donc Voilà, merci rien, à toi. c'est nécessaire. C'est vrai qu'on achète des parfums pour Raf comme ça pour s'en faire une affaire et puis en fait c'est de la grosse daube, hein. C'est du parfum au pipi de je sais pas quoi et c'est souvent dégueulasse. Bon, soyons prudents, peut-être acheter juste dans les duty free, mais en dehors essayez de pas acheter. Alors tiens, ça me rappelle une anecdote. J'étais en Tunisie, Anan, et j'étais tout content. C'est bon, j'ai ce défaut, c'est le seul, hein, je vous rassure, de fumer. Et donc j'achète 4, je vois à Tunis un super affaire, 18 euros les 4 cartouches. Je me suis dit c'est d'enfer, mais c'est mortel. Donc j'achète direct, je suis content. Bon, j'avais encore des cigarettes sur moi. J'arrive à Paris. Bon, déjà la douane qui m'emmerde parce que j'en ai trop. Donc bref, ça s'arrange. J'arrive et je commence à ouvrir mon premier paquet, mais une dope complète. Je savais pas ce que c'était je sais pas ce que c'était pas du tabac. 4 cartouches, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais pas les fumer. Et je les ai achetés mais je veux pas les fumer quoi. Et bah finalement je les ai refourgués à des gens comme ça, j'en donnais de temps en temps un paquet. Tiens, j'ai un petit souvenir de Tunisie à te ramener. Voilà et voilà. Donc c'était toute anecdote. Elle est pourrie madame. Bon, oui, elle est pourrie. Non, elle est bien, mais bon. 0,40 Bon, tu files un truc pourri à des gens, c'est pas d'une très grande générosité. Ah bah écoute, fallait partager, hein. Moi je suis partageur, je suis pas très partageur. Ça t'a empoisonné. 01 33 9000, du coup maintenant j'achète plus les cigarettes sur les marchés, parce que je précise, je l'ai acheté sur le marché, hein. Voilà. Donc faut pas acheter les cigarettes sur le marché, faut acheter les cigarettes dans les tabacs.
01 40, il faut pas en acheter du tout d'ailleurs, c'est encore mieux pour la santé. Voilà. 01 40 33 9000 pour vos petites anecdotes là de vacances, si vous est arrivé des trucs de galère. Des trucs qui marquent évidemment, et vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 pour faire comme tous ces auditeurs qui nous racontent. On va peut-être en prendre un dernier avant de parler du feuilleton de l'été. Ça va être pire que Plus belle la vie, cette histoire de Alexandre Benalla, pire que Dallas peut-être même, bien qu'il n'y ait pas de pétrole en jeu, quoique on sait jamais, peut-être que Monsieur Benalla était dans le pétrole, on va le savoir peut-être. Allô, bonjour. Allô. Bonjour madame, quel est votre prénom? Bonjour, c'est Fatia de Villepinte. Bonjour Fatia de Villepinte dans le 93. Bonjour à votre collaboratrice qui est près de vous. Anan Zawani. Anan, voilà. Moi j'ai une petite anecdote mais plutôt drôle. Ah bah j'en ai bien, ouais. Non, t'as dit bonjour, c'est tout. En fait j'étais partie chercher ma fille à l'aéroport, j'étais déjà en Algérie à l'arrivée. Ouais. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue. Donc on a pris le taxi pour rentrer. Et elle avait chaud, elle était derrière, elle avait chaud, elle voulait descendre la fenêtre et il n'y avait pas de manivelle. Ah. Ça arrive dans les voitures. Du coup, elle me dit, maman, il fait chaud. Puis je regarde le monsieur, je dis, la fenêtre, elle s'ouvre pas. Et puis il me tend la manivelle. Et je l'ai donné à ma fille pour l'ouvrir et je l'ai regardé et je lui ai dit, bienvenue en Algérie. Voilà, c'est clair, bienvenue en Algérie. Bon, et elle a réussi quand même à l'ouvrir, la vitre. Comment? Elle a réussi quand même à l'ouvrir. Ah oui, avec la manivelle. Très bien, mais après, il nous a expliqué le monsieur qui l'a enlevé parce qu'on lui volait. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est très particulier, oui. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette petite anecdote. Bon courage à Merci. vous tous et bonnes vacances. Et vous partez, vous partez, Fatia, ou pas? Oui, je pars en Égypte. Ah, faites gaffe de pas vous retourner l'épaule comme ça. Hein. Non, on va faire attention. Je vais éviter de faire de la planche. Ouais. Non, c'est de la bouée qu'il a dit. Non, de la banane. Vous savez, le truc qui se fait tirer par un bateau. Et alors, l'objectif, c'est que le bateau vous fasse tomber dans l'eau. Je suis trop vieille pour ça. Il n'y a pas d'âge, Fatia, voyons. Merci beaucoup. La banane, c'est un peu sportif quand même. Vous partez où en Égypte? Je suis sportif, mais pas à ce point-là. D'accord. Vous partez où en Égypte? À Hurghada, justement. Ah, d'accord. Bon, c'est quoi l'hôtel? Faut pas aller. Hein? Je me rappelle plus du nom de l'hôtel, désolé. Bon, en tout cas, bon voyage et profitez bien, c'est très sympa. C'est une station touristique, Hurghada, en Égypte, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est bien connu. C'est sympa. Il y a quelques voyages comme ça que t'as envie de nous raconter, enfin des petites rencontres. Par exemple, moi je me souviens avoir fait un safari au Kenya, je le recommande à tout le monde, c'est magnifique. Voilà. Ah oui? Ah ouais, franchement, ouais. Et j'ai pas mal voyagé quand même dans la vie, mais New York, le Kenya, ça va, ça vit, hein. La République dominicaine, ça c'est plus, tu sais, pour faire plaisir à madame, pour la nuit, pour la nuit de noces. Non, pas la nuit de noces, mais t'es folle, la Bah non, pas comment pour le mariage de noces. Oui, voilà. La nuit de noces, ça peut se passer n'importe où, hein, et pas besoin d'aller si loin. Donc ouais, Repdon, Turquie, pas mal la Turquie, j'ai bien aimé la Turquie. Très bien, oui, très bien. On m'a dit que ça ressemblait au bled en plus propre. Ah non, pas du tout, ça ressemble pas au bled, je trouve. Bah si, du côté d'Izmir en tout cas. C'est très propre. Ça, ouais. Je confirme. Enfin, moi, j'étais que du côté de Antalya à 2 reprises. Ouais, c'est le sud, ça. Effectivement, les villes sont très propres. Moi, ce qui m'a plu, c'est que, on en parlait tout à l'heure, on a tendance à se faire alpaguer dans la rue, dans les pays du Maghreb en général, en France aussi, hein, d'ailleurs. Ouais. Et par contre, en Turquie, j'étais impressionnée. L'homme est d'un grand respect envers la femme. Ils adorent les enfants. Ah bah je sais pas, mais en tout cas, tu te fais pas draguer dans la rue. Le mec, quand il passe en face de toi, il baisse les yeux. J'ai trouvé que ces hommes-là étaient vraiment très très bien éduqués. Tu connais la Turquie, t'as? Absolument pas. Non. J'ai pas vraiment envie de la connaître. Ah d'accord. Ah bon? Ok. Oui. Pour des raisons politiques peut-être. T'es vénère après les Turcs? Ouais, plus ou moins. Ah ouais. Bon, d'accord, tu vas nous expliquer ça en antenne. Sans France Magade. Dans un instant, le feuilleton de l'été. On est vraiment bien ensemble. Oui, c'est le générique de Plus belle la vie. Vous savez, le feuilleton qui passe tous les soirs sur France 3. Eh bien, Plus belle la vie à l'Elysée. Alexandre Benalla a eu son appartement, sa voiture, son salaire de 10 000 euros à seulement 26 ans. Il était même presque gendarme, paraît-il. Il avait ce projet de faire. Même presque sous-préfet. Ouais, même presque sous-préfet. Et il avait donc ce pouvoir même d'être bagagiste du bus des Bleus. Il avait aussi accès à un badge d'accès au niveau de l'Assemblée nationale. Exactement. Et maintenant, on sait qu'il avait accès à des dossiers classés secret défense. Voilà. Et plus de pouvoir que Gérard Collomb. Donc là, c'est pire que Jerry Wing. Hallucinant, ouais. Pire que Jerry Wing. Dallas à la française versus Alexandre Benalla dans un instant avec Tahar Bouaf. Pourquoi il est là? Bah parce que. Alors c'est Bouafs. Comment on dit d'ailleurs? Parce que on est. Bouafs, voilà. On va faire attention. Ouais. Non, Bouafs. Ouais, bah Bouafs. Ouais. Oui, Bouafs. Voilà. Non, parce que on est spécialiste d'écorcher les noms, nous ici. Hein. Tahar, sois le bienvenu en tout cas. Alors toi, c'est un peu à cause de toi que tout ça est parti. Hein. Non, c'est pas à cause de moi, c'est à Comment cause ça de Alexandre Benalla. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est toi qui as filmé. Ouais, c'est moi qui ai filmé, voilà. effectivement. Bon, bah merci à toi en tout cas. Dans un instant, on en reparle avec vous au 01 40 33 9000.
avec donc cette affaire qui la semaine dernière, vous savez, il était encore dans l'euphorie, la France a gagné, championne du monde, on défilait sur les Champs-Élysées, et le lendemain soir, paf, le journal Le Monde sort le Scud, il fait mal, c'est le feuilleton de l'été. Macron ne s'est toujours pas exprimé, à tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. On remet le couvert demain pour parler de tout à fait autre chose. On parlera de mariage, de mariage entre les locaux et ceux d'ici. Donc vous avez fait venir votre mari ou votre femme d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie. Est-ce bien gage de réussite ou d'échec? On en reparlera demain avec vous au 01 40 33 9000 dans cette émission. Bien sûr avec Hicham Terak et probablement notre ami Ossineraz. Donc ça va être sympa aussi, et vous pourrez continuer de nous donner vos anecdotes de vacances bien sûr tout au long de ces 2 semaines à venir jusqu'au 3 août, le jour où on partira en vacances. Nous sommes aujourd'hui avec celui qui est arrivé à l'affiche malgré lui, j'ai envie de dire. T'as Bouaps, bonsoir Bouaps, ouais, qui est avec nous. Donc t'es très jeune, Ouais, j'ai 21 ans. 21 ans et déjà militant des quartiers populaires, t'as rejoint le mouvement de la France Insoumise et tu as même été d'ailleurs candidat aux précédentes élections législatives. C'est ça, effectivement, j'étais candidat aux législatives en Isère. Donc la deuxième circonscription, donc Échirolles, Saint-Martin-d'Air. Oui, à côté de Grenoble. Voilà. Lieu de Grenoble, effectivement. Ouais. Alors, tu es arrivé à l'affiche malgré toi, j'ai envie de dire, parce que le 1er mai, tu étais dans le cortège de cette manifestation à Paris. Et d'abord tu étais pour militer, pour faire valoir les droits, etc. C'était quoi l'objectif d'être là? J'étais dans le cortège Interfac donc pour militer, pour m'opposer au projet libéraux, antisociaux d'Emmanuel Macron, notamment dans cette séquence-là contre le projet de la sélection à l'entrée de l'université. Ouais. Et effectivement, très rapidement, on a été empêché tout simplement de finir la manifestation, donc d'atteindre le point final qui était la Bastille. Donc on a très rapidement été arrêté au niveau du pont d'Austerlitz, où on a été gazé rapidement par les compagnies CRS. Et à partir de là, donc la manifestation a été dispersée, donc on s'est rapidement replié sur le quartier latin, où je suis parti boire un verre avec un ami. Et en fait, c'est à partir de là que je reçois un SMS nous invitant à un apéro militant, donc pour débriefer un peu sur la journée et sur la mobilisation. Ça se fait, oui, c'est classique. Donc on se retrouve sur la place contre Scarpe. Il doit y avoir 40-50 jeunes en train de boire des bières posées, il y avait rien de... Donc là on était vraiment en fin de manif, c'est ça? La manif était dissoute très rapidement au niveau du pont d'Austerlitz. Je pense qu'on a tous encore les images en tête du McDonald's brûlé. En tout cas voilà, il y avait eu toute une histoire autour de la non-action, j'ai envie de dire, ou des policiers. Par contre, quand il s'agissait effectivement de disperser la manifestation, ça a été très rapide. Donc on s'est fait disperser assez rapidement et comme je vous ai dit, je me suis retrouvé place contre Scarpe avec des étudiants. Certains, j'ai reconnu certaines têtes place contre Scarpe quand j'arrive. On se connaît. Ouais. Entre militants, etc. Il y avait quelques têtes que je reconnaissais, c'était posé, donc vraiment ces gens assis en tailleur au milieu de la place, certains attablés à des terrasses de bar. Donc à partir de là, il y avait pas forcément de problème ou de troubles à l'ordre public effectif ou quoi que ce soit. Ouais. Et donc des étudiants en fait entre 20, 25 ans, 18, 25 ans qui se retrouvent pour boire un verre. On va dire que c'était une ambiance bon enfant, quoi. Plutôt, ouais. Ouais, plutôt. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment tout a basculé? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on va avoir des CRS qui vont arriver tout autour de la place. Ouais. Vous encercler? C'est ça. Qui vont masser, donc qui vont bloquer les entrées et sorties. Donc très rapidement, automatiquement, la tension monte au vu de ce qui s'est passé durant tout le mouvement social, des violences qui ont pu avoir lieu et surtout, pour le coup, la journée du 1er mai qui a été extrêmement violente et qui a été vécue d'une façon assez dure pour certains, notamment pour moi, où on était tout simplement privé d'un droit fondamental qui est celui de manifester. Ouais. Et donc à partir de là, la tension monte très rapidement. Donc c'est des slogans, de l'autre côté des insultes, et puis très rapidement ça part j'ai projet de projectiles, etc. Et puis ça part en coup de matraque, gazage général. Il y avait une raison pour que ces quarts de CRS soient là? Vous suivez en réalité? Je sais pas, je pense. Commençait à avoir du boucan, il y avait non,
D'ailleurs, on a des clichés, hein, on a des images du rassemblement qui étaient plutôt paisibles. Hein. Il y avait personne de cagoulé ou personne. Bon, apparemment, je sais pas quelles ont été les directives de la préfecture de police, mais donc tension qui monte. En tout cas, c'est la présence policière qui a fait que la tension est montée. Ça, c'est indéniable. Ouais. Ce qui s'est passé très rapidement, comme je vous ai dit, c'est donc cafouillage général, coup de matraque, coup de gazeux, etc. Et c'est là qu'on voit en fait entrer en scène les deux présumés policiers en civil. Donc pour moi, ça fait aucun doute, hein, quand ils apparaissent, c'est des policiers. C'est des policiers, ouais. Oui. Et là, donc on rappelle, il s'agit de Alexandre Benalla, mais à l'heure où vous parlez, vous savez pas qui il est, lui. Hein. Vous considérez que c'est un policier comme les autres, quoi. Absolument. Et il arrive. Donc il arrive, ce qui se passe c'est que il attrape, il va de l'autre côté de la place, et il tire une jeune fille par le cou. Ouais. Il l'emmène de l'autre côté de la place où moi j'étais, et il la confie en fait au troisième homme qu'on voit en fait dans la vidéo, qui s'avère plus tard Philippe Mizerski, qui est membre de l'état-major et qui était censé en fait l'encadrer. Donc c'est le troisième homme qui c'est le chaperon d'Alexandre en fait normalement. C'est ça. Ouais. C'est son tuteur. Tuteur. Et donc effectivement il le confie à Philippe Mizerski, et donc à ce moment-là moi je tourne ma caméra parce qu'on voit que Benalla confie la fille à Mizerski dans une autre vidéo. C'est quand on compile tout qu'on a toute la scène, parce que moi à ce moment-là on a des angles de vue différents en fait. Quand je tourne ma caméra à gauche, à partir du moment où Benalla emmène la fille, on voit Kraz aidé de plusieurs CRS qui tirent le jeune, qui le traîne par terre tout le long de la place, et il est neutralisé, il est par terre, il est inoffensif, et on a Kraz qui dit au jeune c'est qui, et donc le jeune qui lui répond je vais t'expliquer s'il te plaît. Bon, il est apeuré, donc il présente pas de danger, et on voit Benalla revenir à la charge, l'étrangler par derrière, le foutre des coups de poing. C'était extrêmement violent. On lui a crié, d'ailleurs on voit dans la vidéo, et on lui dit mais arrête. C'était extrêmement violent. Il a pété les plombs, il n'y avait aucune raison qu'il vienne pour le frapper. Non, il était à terre. Il était à terre, il est venu, il l'a étranglé, il lui a mis des coups de poing, et surtout quand il est tombé par terre, il lui met un grand coup de poing. Oui, on le voit bien sur la vidéo. Donc effectivement, c'est de l'acharnement. Et là, c'est vraiment des violences aggravées, dans un cas de violence aggravée. Et ce qui s'est passé à partir de là, c'est que les CRS ont commencé à gazer pour pas qu'on filme. Ouais. Ils t'ont vu filmer? Ouais. Ah bah oui. Et alors, ils t'ont menacé? Ils m'ont gazé. D'accord. Directement. Ça chercher à comprendre. Ouais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quand ils ont vu que Benalla avait trop pété les plombs, ils sont tous écartés, ils l'ont laissé seul avec le jeune. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je me dis... Ils l'ont pas arrêté, voilà. Ils l'ont pas arrêté, ils l'ont laissé. Ils ont participé, même on le voit plus tard après dans d'autres vidéos. Moi, ce que j'avais dit au début quand j'avais publié ma vidéo, qu'il n'y avait que ma vidéo, j'avais dit que les CRS n'avaient pas une attitude, ils n'ont pas contesté, et ils avaient l'air de suivre un peu les instructions de Kraz et Benalla. Et ensuite on va le voir dans d'autres vidéos que ça confirme mon propos, en tout cas c'était mon impression. Mon impression ça s'avérait être bonne, c'est que on voit en fait dans les vidéos que Benalla et Kraz montraient du doigt les jeunes, et les CRS sont allés les chercher, donc ils s'entretiennent avec les CRS. Et c'est là qu'en fait l'interrogation se pose, c'est de dire aujourd'hui quels sont les rapports entre Benalla, Kraz et les policiers. Alors pour rappel aux auditeurs, donc Alexandre Benalla, il est là parce que il a fait une demande d'autorisation en tant qu'observateur. Donc c'est une demande qui peut être donnée à des journalistes qui sont là pour observer une manifestation. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il se mêle aux forces de l'ordre, prend leur place et fait preuve de violence en fait. Il a le brassard, fait preuve de violence, frappe des manifestants qui vraisemblablement se regroupent après avoir été dispersés. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette jeune fille qui est complètement abasourdie en se disant mais ils sont fous. Non, il est fou, elle dit. Il est fou, elle comprend absolument pas ce qui lui arrive. Ouais. Et donc toi, c'est de la violence gratuite là. Une fois avoir filmé tout ça, tu décides de mettre ça sur les réseaux sociaux. Il y a une vidéo qui est sortie en fait qui montre qu'ils ont jeté des projectiles sur les policiers. D'accord. Donc les manifestants ont jeté des projectiles. D'accord. Ce qui ne excuse en rien le fait qu'ils soient intervenus parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Ils n'avaient pas le droit de le faire ni de cette façon-là. Donc je pense que de toute façon ils ont demandé à être entendus, et ça ne change rien à l'affaire. En fait, on est dans un véritable scandale d'État. On est sorti de la violence policière
on va dire, je veux dire banal. Ouais, c'est dur à dire, hein, mais c'est devenu. Bon. Bah, ce qui est choquant, c'est qu'effectivement cette vidéo, elle a été postée par toi le 1er mai, donc j'en ai pris connaissance, donc plus de 3170 tweets, donc avec des autres tweets en dessous qui expliquent où tu remontes Alexandre en photo, etc. Et que derrière, tu as même identifié de mémoire, tu as dû identifier Le Monde, Libération, BFM, donc t'as quand même police, voilà. La police nationale. Et que derrière il n'y a pas eu de réaction, et qu'aujourd'hui l'émoi qui traverse toute la France, il est ressenti parce qu'effectivement il y a une usurpation d'identité, alors que le fait qu'il y ait une violence policière avérée, ça, bon, il y a eu des RT, on est d'accord, mais il n'y a pas eu réellement d'émoi. Donc une violence policière aujourd'hui, elle est complètement banalisée, voilà. Donc c'est une des thématiques aussi qu'on doit soulever, sur laquelle on doit se questionner aussi. Alors, à partir de quel moment tu prends conscience qu'il s'agit de Alexandre Benalla? C'est seulement maintenant, là, il y a pas longtemps? Ah, mais je l'ai découvert en même temps que tout le monde. Ouais. D'accord. Avec l'article du Monde, je rentre du boulot, on m'identifie dans un article, je regarde, je lis. Au début, je comprends pas bien de quoi il s'agit, et en fait, je regarde que c'est ma vidéo. Bon, j'étais complètement abasourdi. Ouais. J'avais l'impression d'être dans un film, de nager en plein délire. Un conseiller d'Emmanuel Macron, un collaborateur du cabinet à l'Élysée, qui frappe non officiel. Et ensuite, ça a été la pluie de révélations, d'articles, on savait plus où donner de la tête. Et on a cherché à te joindre, les médias ont cherché à t'appeler pour avoir ta version. Moi j'ai été, à titre personnel et sur le plan humain, complètement dépassé par ça. Mais en tout cas... 1200 appels. Voilà, du monde entier, il faut quand même le préciser. Est-ce qu'il y a une volonté peut-être de la justice de t'entendre? J'ai été entendu. T'as été entendu? J'ai été entendu. Déjà. D'accord, donc ça a été très vite finalement. Ce week-end ou avant ce week-end? J'ai été entendu rapidement par les services de la police judiciaire, mais il y a la France Insoumise justement qui a demandé justement de m'entendre. En tout cas, les députés ont transmis un communiqué où ils ont mis une liste de gens à auditionner. Effectivement, en tant que témoin, ils ont demandé que je sois auditionné dans la commission d'enquête. D'accord. Donc ça risque de tomber là dans les quelques jours avant qu'ils partent en vacances. Effectivement. Oui. Alors, on rappelle donc que tu as eu ce réflexe effectivement de filmer, de mettre ça sur les réseaux sociaux. Sauf que nous, on n'était évidemment pas au courant. Et que cette affaire était connue, hein, puisque que ce soit le ministre, le préfet qui ont été auditionnés aujourd'hui, que ce soit les révélations des différents médias, ils ont été informés tous, hein, l'Élysée, le ministre de l'Intérieur, le préfet, enfin tout le monde est informé du dépassement et du comportement inacceptable de Alexandre Benalla et du gendarme Vincent Kras. Sauf que l'Élysée dit apparemment, hein, on s'en tient au dire du ministre de l'Intérieur, du préfet, qui à la limite eux aujourd'hui essayent de se dédouaner, disent c'est l'Élysée, on a effectivement l'information, on prendra les dispositions nécessaires. Alors ça a été quoi? Ça a été 15 jours de sanctions avec retenue de salaire, paraît-il. Donc Benalla réintègre son poste. Mieux d'ailleurs, on le voit d'ailleurs à chaque fois aux côtés d'Emmanuel Macron, sécurité, etc., etc. Donc un voiture jour de fonction. Christophe, je tiens à le préciser, qu'on n'arrive pas à poser en fait. On ne sait pas. Est-ce que c'est entre le 8 mai, parce que vraisemblablement il était présent aux manifestations du 8 mai, donc il y a eu des célébrations. On ne sait pas exactement quand est-ce que cette mise à pied a eu lieu et est-ce qu'elle a eu lieu. Est-ce qu'elle a eu lieu? Bon, voilà. En tout cas, on n'est plus à un mensonge près de l'Élysée pour le coup. On se pose. Cela dit, donc apparemment. Il y a eu, à la limite on n'a pas de raison de pas les croire pour le coup. Donc il y a donc cette mise à pied et puis ensuite donc Benalla qui réintègre, j'allais dire tranquillement, sauf qu'a priori normalement il est assuré donc de la sécurité, hein, du président et aussi de la gestion des événements un petit peu particuliers. Donc et il y a effectivement donc ce 14 juillet d'abord on le voit, il est là sur les Champs-Élysées avec Emmanuel Macron et avec Brigitte, non il n'y avait pas Brigitte, il y avait Emmanuel Macron je crois, et on le voit surtout. Alors c'est ce qui s'est passé et peut-être que là il faut peut-être chercher et creuser de ce côté-là, c'est que ce monsieur est à l'aéroport. Alexandre Benalla est à l'aéroport lorsque les Bleus reviennent de Russie, donc du mondial, pour les accueillir. Il y a une altercation avec un gendarme, visiblement. Le gendarme lui demande qui vous êtes et ce monsieur Benalla donc sort ce truc là de l'Élysée. Son écusson, oui. Son écusson d'Élysée en lui disant bon écoute t'es gentil, tu me laisses faire, c'est moi qui gère l'opération. Donc le gendarme en informe sa hiérarchie
Et on le retrouve, on le voit d'ailleurs sur les images, être dans le bus des joueurs de l'équipe de France qui vont, vous le savez ensuite, défiler sur les Champs-Élysées pour aller direction l'Élysée. Alors, peut-être que c'est là que c'est parti, parce qu'on se pose la question, et peut-être que tu as la réponse, Tahar. Pourquoi cette affaire est sortie maintenant? Pourquoi elle est sortie une journée après le défilé des joueurs? Est-ce que l'événement qui s'est produit à l'aéroport a un lien? Est-ce qu'on a peut-être au sein de la gendarmerie, de la police, peut-être un ras-le-bol de tout ce bazar qui peut apparemment y avoir autour de la sécurité du président, autour du cabinet présidentiel? C'est une piste à creuser. Alors, tout d'abord, je sais pas plus d'éléments que toi, hein, mais effectivement, je pense que ce Benalla s'est fait beaucoup d'ennemis de par son comportement. Effectivement, que ce soit avec les gendarmes, que ce soit, en fait, je pense que c'est tous ces passe-droits et ces privilèges qui ont dû énerver beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui peut lui en vouloir, hein, la gendarmerie, la police, les préfets. Ouais. Parce qu'on sait qu'il a été poussé au poste il aurait été poussé au poste de sous-préfet à seulement 26 ans. Ça a été démenti ce matin. D'accord, ok. Ouais. Bon, ça a été démenti. Voilà. Et effectivement, voilà, c'est pas la première fois qu'il essaie de prendre le commandement d'opération, en tout cas, que ce soit de gendarmerie ou de police. Et on en arrive jusqu'à la découverte en fait d'un projet d'une cellule de service secret liée au président en fait. Ce qui n'a jamais existé en fait. Une nouvelle cellule qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, clairement, et la question a été posée ce matin en commission des lois, c'était de dire, et aujourd'hui cette question est dans toutes les bouches, est-ce qu'aujourd'hui il y a un réseau de police parallèle? Voilà, c'est ça. Qui est propre à Emmanuel Macron et qui le pilote. Donc effectivement, cette histoire est assez folle. Hein. Mais j'aimerais revenir, Christophe, sur les auditions de ce matin. Oui. Donc effectivement, on a un ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Ça, ce matin, je pense je sais pas si vous avez regardé. Oui, si on a regardé. Ce matin, effectivement, on a un ministre, Gérard Collomb, qui en vérité a porté un discours politique en fait. Il a été très flou avec des réponses clairement insatisfaisantes. Il répondait à côté de la plaque, il revenait sur le terrorisme, sur tout un tas de choses. Et c'est surtout dédouané. Hein. Il s'est dédouané et en fait on a l'impression qu'ils se relancent tous la patate chaude. On a l'impression qu'il a lâché le président. Alors, il avait remisé la faute, je crois, ou en tout cas, il avait demandé à ce que soit entendu déjà le préfet et le directeur de cabinet. Donc, suite à cette audition qui a été largement critiquée sur les réseaux, notamment sur Twitter, on voit un Gérard Collomb effectivement qui ne répond pas aux questions. Ouais. On a eu à contrario donc le préfet de police, donc Michel Delpuech, voilà, qui a fait une audition correcte. Où il répondait clairement aux questions, où il explique que c'était totalement inintelligent de la part d'Alexandre Benalla de se mêler au service de sécurité, et surtout il dit que lui n'était pas au courant et qu'il n'entre pas en fait dans la ligne des responsabilités. Donc j'ai l'impression en fait qu'on est en train de mettre en place deux fusibles. Donc le premier qui est Alexandre Benalla, donc on a entendu déjà Kastner le comparer, en tout cas dire que c'était un bagagiste en fait, et on a à 10 000 € par mois. Ouais, voilà. C'est pas mal, hein, et Michel Delpuech qui est en train de relancer la faute sur le directeur de cabinet. En fait, donc, je pense qu'il va y avoir deux fusibles, ça va être le directeur de cabinet et Alexandre Benalla. Après, il a beaucoup contredit Gérard Collomb. Hein. Oui. Quand on a un ministre qui, le soir du 1er mai, dans la salle de commandement, qui ne s'étonne pas de la présence de Benalla et un préfet de police effectivement qui lui s'inquiète, ça pose problème. On dit que le ministre de l'Intérieur est l'homme le plus informé de France. Là vraisemblablement c'était pas le cas. Oui. On avait peut-être l'impression qu'il y avait besoin d'une enquête de l'IGPN pour vérifier s'il était vraiment ministre de l'Intérieur ou pas. Est-ce que c'est un scandale d'État? C'est clairement un scandale d'État. C'est vraiment un scandale d'État. Toutes les plus hautes sphères de l'État sont mises en cause. Aujourd'hui, c'est une crise de légitimité du pouvoir. Aujourd'hui, la question se pose, c'est de dire, effectivement, Gérard Collomb, déjà, n'est plus en état de commander la police. Il doit démissionner. Vous demandez la démission de Gérard Collomb? Gérard Collomb doit démissionner. Il ne peut. Est-ce que c'est le seul à en tirer les responsabilités, les conséquences de ce qui s'est passé? Non, il y a encore des responsabilités. Le seul responsable? Je pense qu'il y a encore des responsabilités à déterminer. Il y a une chaîne de responsabilités qui, je pense, est assez grande. Gérard Collomb en est une partie
si on est un rouage majeur, je pense que de toute façon, il n'est plus en état de commander la police. Mais ce qu'on demande et ce qui est légitime, et moi en tant que témoin de la scène, je veux savoir la vérité. Ça fait quand même 2 mois et demi que ça s'est passé, et Macron n'en a pas parlé. Macron doit descendre dans l'arène et s'exprimer. Aujourd'hui, avec l'arrogance qu'on lui connaît, il pense qu'il peut ne pas s'exprimer pendant des jours sur cette question-là. Il a dit qu'il voilà, Macron qui dit qu'il était serein. Il a dit qu'il était serein et qu'il arrogant parlerait au moment voulu. C'est très arrogant de sa part. Maintenant, tout remonte à l'Elysée. Je veux dire, toutes les pistes qu'on a aujourd'hui remontent à l'Elysée. Donc clairement aujourd'hui, Emmanuel Macron. Déjà les questions légitimes. Pourquoi cet homme-là est salarié donc à hauteur de 7 000 euros brut, 7 000 euros brut plus des primes. Ouais. Donc peut-être des primes de danger, on sait pas. Il a un appartement qui a été donné il y a quelques jours dans les dépendances de l'Élysée. Ouais. Donc ce qui est quand même étonnant, on se pose voiture la question. De fonction avec voiture de fonction que même les plus hauts gradés, notamment les commissaires, n'ont pas en leur possession. Donc voiture de fonction. Donc on vient d'apprendre en fait que cette voiture fait partie du parc automobile du président, mais bon, il l'utilise quand même. Port d'armes. Voilà, le port d'armes, le fait qu'il est en train de mettre en place un projet pour améliorer les services de sécurité. On parle même de mise en place d'un service secret. Et là, qu'il était détaché au service de défense nationale. Badge à l'Assemblée nationale aussi. Un monsieur qui a pas fait les hautes études qu'a dû faire le préfet de police, qui a absolument pas de carrière et qui aujourd'hui qui est un homme violent, qui a déjà été violent et qui a été violent déjà la première fois qu'on a entendu parler de lui c'était à Bobigny quand Emmanuel Macron est venu annoncer sa candidature au présidentiel. Donc il y a eu une altercation avec les jeunes communistes de Bobigny, donc qui ont été sortis, traînés par terre. Enfin déjà on avait déjà entendu parler de lui il y a plus d'1 an et demi, et aujourd'hui il est toujours en poste, mieux payé qu'un ministre. Voilà, il faut quand même le dire, mieux payé qu'un député. C'est étonnant tout ça, voilà. Donc, est-ce que ça cache des secrets? Est-ce que ça cache c'est une des rumeurs, on peut en parler, donc on ne lance pas la rumeur. Je tiens à préciser, cher auditeur, chère auditrice, mais en tout cas, une des rumeurs qui commence à sortir, tellement en fait on n'a pas d'informations, c'est savoir est-ce qu'il n'aurait pas des relations particulières avec le président. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte quand même, chers auditeurs, que d'un point de vue, déjà nous en tant que citoyens français, on est choqués, mais vu de l'extérieur, c'est, tous les journaux internationaux ont repris l'information. Oui, c'est un scandale effectivement partout dans le monde. Alors pour ce qui est et à côté de ça, comme le dit Tara, on a un président qui annonce hier soir lors d'une réunion qu'il est tout à fait serein, et que ce qui l'inquiète, c'est que la réforme constitutionnelle n'avance pas. Alors il ne doit pas être tout à fait serein parce qu'il avait prévu d'aller sur une étape du Tour de France mercredi, il l'a annulé. Donc il est peut-être pas encore assez prêt pour aller rencontrer les gens, le peuple, qui certainement vont lui faire savoir cette affaire. Le peuple qui est déjà pas très content. Il comptait effectivement sur la victoire des Bleus pour avoir une envolée au niveau de sa cote de popularité. Elle a baissé. Alors depuis qu'il y a cette nouvelle-là... Cette affaire, elle visait finalement qu'une personne, c'est le président Macron. Elle visait à affaiblir le président Macron. Qui que ce soit, elle est sortie pour X ou Y raison. Aujourd'hui, on peut pas dire ça, on n'en sait rien. Aujourd'hui, en tout cas, moi, l'option que je mets en avant et que je considère la plus saine possible, c'est qu'effectivement, au sein des services de sécurité, de la police, de la gendarmerie, même peut-être du gouvernement, il y a eu un lanceur d'alerte qui a dit stop, on arrête, ça suffit les privilèges. Il y a une constitution, il y a des droits à respecter, et on n'arrive pas comme ça, on catapulte pas un jeune homme de 26 ans au sommet du pouvoir sans contrôle. Alors un petit mot sur ce qui s'est passé aussi lors de la manifestation pour Mireille Knoll. La France Insoumise avait été écartée, et apparemment c'est ses fameux amis de Benalla qui auraient fait le sale boulot. Effectivement, moi j'étais présent ce jour-là à la marche blanche Mireille Knoll. Effectivement, moi j'étais à la droite de Mélenchon, et effectivement cet homme-là était derrière nous. Il nous a demandé de partir, il nous a demandé de quitter la manifestation, et c'est à ce moment-là que Jean-Luc Mélenchon, furieux, lui répond vous êtes ici pour assurer notre sécurité, c'est pas à vous de nous dire ce qu'on a à faire ou pas. Mais clairement, il avait pas forcément l'attitude d'un policier professionnel qui était là pour assurer la sécurité. C'était Benalla qui était là ou pas
en personne? Non, c'était Philippe Mizerski. Oui, Mizerski, absolument. Donc qui était là et qui vous ont dégagé. Je pense qu'il a à être auditionné aussi dans la commission d'enquête parlementaire. Ouais. Il y a tout un tas de personnes aujourd'hui. Rappelons, c'est la LDJ qui vous ont poussé dehors avec des insultes, etc. C'est la Ligue de défense juive. C'est la LDJ à la demande du CRIF, une association communautariste qui aujourd'hui pose beaucoup de problèmes en France. Ouais. Donc effectivement, on va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais c'est vrai que ça pose un vrai problème de alors que le FN lui a été escorté par les mêmes personnes qui nous ont agressés. Ouais. Donc agressés physiquement et verbalement. Donc je tiens à le préciser. Donc aujourd'hui, on voit bien que les associations communautaristes comme le CRIF posent un réel problème en France. Alors on va dans un instant écouter le zapping avec les dernières infos parce qu'il s'est passé pas mal de choses, les épisodes, on va les commenter ensemble et puis on va te demander ce que tu comptes faire maintenant de tout ça là. Est-ce que de tes passages médiatiques tu vas en servir, ça va servir à quelque chose? Est-ce que tu as un message à peut-être ceux qui sont militants, qui vont souvent dans les manifs, donc avoir souvent le portable près de soi pour filmer? C'est important de filmer. C'est ça, c'est important. Ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Et ça déclenche des scandales, comme on a pu le voir. Donc t'as Waps qui est avec nous. C'est lui qui a filmé Alexandre Benalla en train de, on peut parler de massacre, massacrer une personne, un jeune. D'ailleurs, est-ce qu'il a été interpellé, ce jeune? Non. Il a eu une vérification. Donc mensonge du ministre. Alors ce matin. Non, interpellé, je sais pas, mais il a été embarqué. Et ils ont procédé à une vérification d'identité. D'accord. Ils ont demandé à être entendus en tout cas. Oui, ils ont demandé à être entendus parce que ces deux personnes ont été, sont revenues évidemment en voyant cette affaire monter. Forcément. Dans un instant, zapping et t'as Waps qui est avec nous, mais qui reviendra de toute façon. Tu connais la maison maintenant. À tout de suite sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum, il est avec nous, avec Alan Zawani, t'as Waps qui est avec nous, donc celui qui a filmé ce militant des quartiers populaires. À seulement 21 ans, déjà a été candidat aux élections législatives et qui s'est retrouvé donc dans cette manifestation du 1er mai et qui a filmé donc cette scène où l'on voit Alexandre Benalla en train de taper donc une personne, un manifestant violemment et une jeune fille également. Donc Tarek qui est avec nous et qui se retrouve donc aujourd'hui en haut de l'affiche, invité dans tous les médias pour raconter finalement ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Est-ce que tu penses que cette affaire va s'éteindre aussi vite qu'elle s'est allumée? Je sais pas, Christophe, mais en tout cas c'est parti pour durer. En tout cas, tant qu'on n'aura pas établi les responsabilités de chacun, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des commissions d'enquête parlementaires qui sont diligentées, il y a le parquet qui s'est auto-saisi, il y a l'IGPN aussi. Donc effectivement, pour l'instant, tant qu'on n'aura pas fait toute lumière sur cette affaire, c'est bien parti pour durer. Bon, alors on va se faire un petit zapping parce que effectivement ça a commencé ce matin avec l'audition de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui se défend de tout manquement dans l'affaire Benalla. Écoutez quelques extraits donc de cette audition ce matin. Ça a duré quand même assez longtemps par les députés de l'Assemblée nationale. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Personnellement, je ne le connaissais pas. Je croyais même que c'était quelqu'un qui faisait plutôt partie des services de police. Je ne l'avais jamais rencontré, j'ignorais, je l'avais rencontré, mais j'ignorais sa qualité de conseiller du président de la République. Mes prédécesseurs et moi-même avons refusé la délivrance d'une autorisation de port d'armes. Toutefois, par un arrêté du préfet de police du 13 octobre 2017, M. Benalla s'est vu délivrer une autorisation de port d'armes sur un autre fondement du Code de la sécurité intérieure, sans que mon cabinet n'en ait été avisé. Je l'ai découvert mercredi dernier. Comme je vous l'ai dit, j'ai été informé dans l'après-midi du lendemain de cette vidéo par mon directeur de cabinet qui m'a dit qu'il avait déjà saisi et le préfet de police et le directeur de cabinet du président de la République. Le problème était donc traité au niveau approprié. Est-ce que j'ai rencontré le président de la République? Oui, je l'ai rencontré ce week-end. Avons-nous parlé des faits le moins possible? Non, le président de la République était plutôt préoccupé de l'avancement de la réforme constitutionnelle et des blocages qui pouvaient exister. Il y a de quoi rire, c'est vrai. En tout cas, on sentait un Gérard Collomb qui était vraiment pas à l'aise, pour le coup.
hésitant beaucoup dans ses réponses, et voilà. Donc c'était l'audition de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Et puis juste après Gérard Collomb, c'était Michel Delpech, préfet de police de Paris, qui s'exprimait. Je vais juste vous faire écouter un extrait. J'ai reçu un appel de monsieur Laurent Othiot, collaborateur du directeur du cabinet du président de la République. Il venait aux nouvelles auprès de moi sur, je cite, l'affaire Benalla. Je ne me souviens évidemment pas des termes exacts, peut-être c'était la vidéo Benalla, je ne sais. Mais il vient aux nouvelles auprès de moi, je ne comprends pas de quoi il parle, et ma réponse est toute de surprise. Voilà, ça c'est le préfet. Taha, je t'ai vu réagir. Le préfet de police. Effectivement, il y a un gros contraste entre l'audition de Gérard Collomb et l'audition de Michel Delpech. Clairement, comme on l'a dit, effectivement, il y a un préfet de police qui va donner des détails, qui va donner en tout cas de la consistance dans son audition, ce qui va nous permettre d'avancer. En tout cas, ce qu'a fait Gérard Collomb ce matin, Alexis Corbière parlait d'enfumage ce matin à l'Assemblée nationale. Effectivement, c'est le cas, c'est de l'enfumage. Et pour l'instant, si on a des auditions qui ressemblent uniquement à celle de Gérard Collomb, on n'est pas prêt d'avancer dans l'enquête, Christophe. Alors un petit peu plus tôt, évidemment sur RTL, c'était donc Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Pour lui, il n'y a pas d'affaire d'État, c'est ce qu'il a déclaré sur RTL. L'argument que eux donnent également, il faut l'entendre et j'aimerais avoir votre réaction là-dessus. Est-ce que l'atmosphère est bonne aujourd'hui pour débattre d'une révision constitutionnelle au moment où le Parlement justement doit enquêter sur Monsieur Chapuis, il n'enquête pas sur l'Élysée. Sur le bon fonctionnement de nos institutions et sur les rapports entre le président de la République. Vous savez, une affaire d'État, c'est quand il y a de l'opacité. Vous avez 3 enquêtes ouvertes en moins de 4 jours, ça n'est pas de l'opacité. Il y a une affaire d'État quand vous masquez les choses. Une affaire d'État, c'est l'affaire Boulin, c'est le Rainbow Warrior, c'est l'affaire Cahuzac. Quand il y a eu de la dissimulation, il n'y a pas eu de dissimulation. Bon, des propos qui appartiennent donc à Benjamin Griveaux pour le coup. Pour lui donc il n'y a pas eu d'affaire d'État. Que ce soit Kastner, Benjamin Griveaux, on a vu également d'autres députés prendre la parole. Ils sont tous dans une défense en fait d'Emmanuel Macron. Ne surtout pas mettre en avant les responsabilités à ce niveau-là, et surtout une position qui est somme toute surprenante, c'est qu'ils reprochent à l'opposition de vouloir des réponses. Ouais. Enfin, on marche un peu, c'est pas normal. Alors, sauf une de la République en marche qui s'est fait remarquer, qu'on a été d'ailleurs interviewé il y a 2 semaines dans son bureau, Sonia Krumi, qui est la députée de la République en marche de la Manche, donc l'une des rares à s'exprimer au sein de la majorité. Il faut aller plus loin, c'est ce qu'elle demande. Écoutez. Il faut avoir l'audace et le courage de dire on s'est trompé. C'est une affaire grave, voilà. C'est une affaire qui n'était pas transparente depuis le départ, alors que nous avons promis aux Français transparence, probité. C'est ce que nous avons promis pour les Français. Les Français aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi on ne prend pas la parole, pourquoi l'exécutif ne se justifie pas. Quand on s'est trompé, il faut juste se reprendre, éclaircir les choses et dire voilà la vérité, c'était une erreur grave, une erreur d'appréciation depuis le 2 mai. Personne n'est au-dessus de la loi. Et quand un conseiller travaille auprès d'Emmanuel Macron, je veux savoir c'est quoi ses compétences, combien il est payé et c'est quoi ses conditions de travail et qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Sinon, on sera comme les autres. Plutôt bienvenue cette remarque de Sonia Krimi au sein de la majorité. On veut savoir combien ils sont payés parce que on nous demande de faire des économies, on impose à certaines administrations, notamment les hôpitaux, de faire des économies, et à côté de ça, on a des personnes qui sont payées 10 000 €. Des bagagistes. Ouais. Des bagagistes, voilà. Des bagagistes de luxe. Ce qu'il faut dire et rappeler dans cette affaire, c'est que ce genre d'affaire a probablement existé sous d'autres mandats. Le problème, c'est qu'on a un Emmanuel Macron qui a voulu et qui est arrivé
en nous faisant croire qu'il allait nettoyer tout ce vieux système et qu'il allait arriver en étant le plus transparent possible, en remettant de l'ordre dans la vie politique, et on s'aperçoit finalement qu'il fait partie comme les autres du vieux monde et les affaires, etc. Donc c'est un coup dur pour le quinquennat d'Emmanuel Macron. Reste à savoir comment ils vont passer, ils vont réussir à étouffer, pas étouffer, mais en tout cas à changer de sujet. Ils s'en remettront pas. Là, j'ai l'impression. Est-ce que les vacances, peut-être, ils jouent la montre, peut-être? Non, ils jouent pas la montre. Là, c'est vraiment un nouveau quinquennat qui débute pour Emmanuel Macron. Les Français ont pu se rendre compte. Pour ce qui nous intéresse, nous, en premier lieu, c'est que les violences policières existent, les images ont été diffusées dans le monde entier, et deux, ils se rendent compte qu'effectivement, on est dans un système de privilégiés, avec un président qui a été élu pour sauver, entre guillemets, la France des mains du péril que représente le Front National, pour en réalité qu'on se retrouve avec des personnes qui viennent tabasser des manifestants, donc qui leur disent non, vous n'avez pas le droit de manifester, vous n'avez pas le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec une politique qui est mise en place. Je suis assez d'accord avec finir. Je suis assez d'accord avec Anan, il y a un avant et un après. Ça, un avant et un après. Ça, j'en suis persuadé. L'exécutif se relèvera pas de ce scandale, même s'ils font sauter les fusibles. Ça, c'est ce que vous espérez au sein de la France Insoumise. Non, c'est pas ce qu'on espère, c'est ce qui va se passer. Non, mais ils se relèveront pas, effectivement. Donc, ce qui va se passer, c'est que il y aura une crise de légitimité du pouvoir, une crise de légitimité de l'action policière, une crise de légitimité du gouvernement, de l'Élysée, de tous les ministères, de la majorité présidentielle qui se comportent aujourd'hui comme des godillots dogmatiques qui suivent les yeux fermés Emmanuel Macron. On a écouté effectivement Sonia Krimi, il y a quelques contestations qui s'élèvent, mais ça reste c'est pas la seule. Il y en a, c'est très minime. Ça reste très minoritaire, effectivement. Donc je pense qu'il y a un avant, un après. Macron doit s'exprimer, Gérard Collomb doit démissionner, et puis nous on a proposé une motion de censure. Le gouvernement doit s'en aller. On rappelle que l'Assemblée a été bloqué partiellement. En tout cas, Christophe, ce qui est important de dire, c'est que Emmanuel Macron, en tant que président de la République, ne peut pas passer devant un tribunal ou devant une autorité administrative, mais apparemment, rien ne l'empêche. Rien ne l'empêche. Rien ne l'empêche dans la Constitution. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant de tout ça? Moi, je pense que je vais continuer mon boulot. Comme je le fais d'habitude, donc de dénoncer les violences policières, de dénoncer les dérives du pouvoir, de militer pour la justice sociale et tout ce qui va avec. Donc Taha qu'on a retrouvé samedi à la marche pour Adama, donc qui milite vraiment pour il y avait du monde, les violences cette marche pour Adama à Beaumont. 3000 personnes en moyenne. Il y avait donc la France Insoumise, le Parti communiste, toute la gauche en fait qui il y avait le PS, il y avait tout le monde. Puis il y avait surtout nous, les habitants des quartiers populaires. Et Assa Traoré qui nous a fait un discours. C'était fabuleuse. C'était. Puis il y avait les familles aussi. Les familles, effectivement. Merci beaucoup, Taha. À très vite. Merci, Christophe. Mon petit doigt me dit qu'on va se revoir vite. Salut. Merci beaucoup, Taha. Anan, merci beaucoup. Merci à toi. Tu repasses avant les vacances? Oui, je vais essayer. Bon, très bien. Bonne soirée à tous. Dans un instant, Medjed. J'ai cru apercevoir DJ Kim là-bas pour sa compilation là qu'il vient promotionner sur France Maghreb 2. Oui, il est là dans un instant. Ils seront là tous les deux. Medjed, DJ Kim sur France Maghreb 2. Bonne soirée à demain 16h avec Hicham Terak. Le retour, ça fait longtemps. Et aussi Naras probablement, ou peut-être même Nasser Lajili. Enfin, c'est un peu open bar en ce moment. À tout de suite. Dans un instant. Medjed, donc pour l'heure, le flash. Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Dans l'affaire Benalla, tous les regards se tournent avec encore plus d'insistance vers Emmanuel Macron qui ne dit toujours pas un mot. Michel Delpech a expliqué cet après-midi qu'il n'a jamais donné son feu vert pour la présence d'Alexandre Benalla aux côtés des policiers le 1er mai. Il dénonce des dérives individuelles sur fond de copinage malsain, allusion au réseau d'Alexandre Benalla au sein de la police. Il reconnaît en revanche avoir lui-même donné l'autorisation à Alexandre Benalla de porter une arme. C'était une demande qui venait de l'Élysée et, dit-il, il admet que le collaborateur d'Emmanuel Macron ne remplissait pas toutes les conditions. Et ce matin, c'est Gérard Collomb qui a été bombardé de questions par les députés. Le ministre de l'Intérieur a été auditionné lui aussi devant cette commission d'enquête de l'Assemblée. Gérard Collomb qui botte en touche, il n'a rien à se reprocher. Il ne connaissait pas précisément Alexandre Benalla. Cette affaire Benalla qui paralyse l'Assemblée nationale, on sait désormais que l'examen de la réforme constitutionnelle qui a été suspendue ne reprendra qu'à la rentrée.
Donald Trump montre ses muscles face à l'Iran. Ne menacez plus jamais les États-Unis sous peine de subir des conséquences historiques. Voilà l'avertissement lancé par le président américain en réponse aux propos provocateurs du président iranien. Une soixantaine de pompiers français envoyés en urgence en Suède, en plus des 2 Canadair français qui sont déjà déployés sur place. La France et d'autres pays européens prêtent main forte aux Suédois qui font face à des feux de forêt exceptionnels en pleine vague de chaleur. Plus de médailles pour les escrimeurs français. Yannick Borel est sacré champion du monde à l'épée en Chine. Il a remporté sa finale haut la main. Sacré en juin pour la 3e fois consécutive, champion d'Europe en individuel, Borel réalise un doublé jamais vu depuis Hugues Aubry en 1998. Et puis chez les femmes, la fleurettiste Isaura Tibus a remporté la médaille d'argent. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.